2007-2008, la grande mode, c'est faut aller en finance. Je vois des bureaux fermés où en fait on passe 8 heures dans la journée derrière un écran d'ordinateur. Rapidement, j'ai vu que ça allait pas fonctionner pour moi la vie dans le salariat. Au bout de 6 mois, on interrompt le stage. La boulangerie, c'est un secteur qu'on adore. On s'est dit on va apprendre le métier de boulanger et de pâtissier, donc on va aller passer notre CAP. T'as fait les decks et tu te lances dans un CAP boulangerie. Quelles vont être un peu les réactions de ton entourage, de tes proches, quoi? Tout le monde nous prenait pour des fous. Tous les profs nous aimaient, vous croyez quoi, vous allez faire mieux qu'eux. Et on se dit, avec cet argent, on va pouvoir mettre un apport pour reprendre une boulangerie. On présente tout ça aux banques, on va avoir 7 banques, 7 refus. Et finalement, ils acceptent de nous prêter l'argent. Première année, je perds 10 kilos. Le premier salarié qu'on a recruté, c'était mon prof à l'école. Tu vas monter le réseau à combien de boulangeries? Aujourd'hui, il y a 17 boulangeries à Ernest Event. En parallèle, j'investis pas mal d'argent en tant que business angel. En 5 ans, j'ai investi 1,5 million d'euros, principalement sur les sociétés en France. J'ai investi très tôt dans une boîte, une valo assez basse. La boîte se développe bien, elle lève une série A. Pendant cette série A, il y a un fonds qui rentre sur une valo à 20. Toi, t'avais mis combien? Moi, j'avais mis 50 000 euros et je suis reparti avec 20 000. Les business angels se font quasiment tout le temps, quoi. C'est super d'être business angel, mais à un moment donné, c'est bien aussi si on peut gagner de l'argent. J'ai appelé un fonds d'investissement de private equity, ils m'ont dit que le ticket d'entrée, c'est 2 millions d'euros. Et moi, je voulais que le ticket, ce soit le ticket le plus accessible. Je voulais faire découvrir aux Français ce que c'était que l'investissement en fonds de private equity. Le ticket d'entrée, tu l'as réussi à le passer de 2 millions à 100 euros. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Métier de rêve. Aujourd'hui, on est avec Bradley qui a un parcours très atypique dont on va parler aujourd'hui. Comment ça va, Bradley? Super, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. Je crois qu'on a le petit point commun d'avoir eu un week-end assez chargé. Exactement. Voilà, là on est un lundi matin après un week-end un peu festif, donc mais voilà, Exactement. on va tanker ça. Écoute, pour commencer au tout début, Bradley, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu tu as grandi et quelles études tu as faites? Ouais, bien sûr. Écoute, moi, j'ai grandi dans le 94, dans une ville qui s'appelle La Varenne-Saint-Hilaire. Ok, Et donc voilà, je suis issu d'une famille de médecins. Donc mes deux parents se sont rencontrés en première année de médecine et ils ont fait toute leur vie ensemble. Donc tous les deux médecins. Je viens une fratrie pardon, de 3 enfants. J'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis le petit dernier. Et j'ai fait mes études dans un collège à Nogent-sur-Marne. ok. Donc toute ma scolarité, collège et lycée à Nogent-sur-Marne. Plutôt élève moyen plus, voilà, donc pas un très gros bosseur, mais plutôt un élève moyen plus, assez agité quand même, donc Ouais. voilà, pas mal d'heures de colle. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, c'est à peu près. Ok, bon, t'as une idée quand t'es petit un peu de ce que tu veux faire plus tard et tout ou que Ouais, dalle? bien sûr. Quand je suis petit, je veux faire le même métier que mon père, Ouais, comme pas mal de garçons, je pense. Donc, je voulais être ophtalmo aussi. Et puis finalement, bah, pas du tout. J'ai ouais. fait un truc qui avait rien à voir, puisque après mon bac, je suis parti à l'université à Paris Assas, formation éco-gestion. D'accord. Donc, j'ai passé une licence d'économie et gestion. Dans l'idée de te dire quoi? Je vais faire un truc un peu généraliste et puis on Exactement, verra. Ok. exactement. Moi, j'avais une formation, j'avais passé un bac, ES, donc économie et sociale. J'aimais bien l'économie et je voulais quelque chose d'assez généraliste. Donc je suis parti dans cette voie-là parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout, ce que je voulais faire. Et très clairement, pendant toutes mes études, j'avais vraiment aucune idée parce que c'est une formation qui est très intéressante, mais où tu apprends des concepts très théoriques. La macroéconomie, la microéconomie, Hmm. tu fais des mathématiques, donc c'est vraiment pas du tout des choses, appliquées, au milieu de l'entreprise. Et puis suite à ça, j'ai passé les concours, passerelles, Ok. pour intégrer une école de commerce. Donc à l'issue de ma licence, je suis arrivé en deuxième année, dans une école qui s'appelle l'EDEC Business School, qui avait à l'époque 2 campus à Nice et à Lille et moi je suis arrivé sur le campus de Nice, donc où j'ai intégré la deuxième année de cette école de commerce. C'est Ok. plutôt une école qui est faite après prépa, donc la très vaste majorité des étudiants arrivent après une prépa HEC. Et il y a effectivement un concours passerelle qui se fait pour des gens qui sont diplômés de licence ou de maîtrise et qui arrivent, eux, en deuxième année de la formation. À l'époque, il y avait une petite ségrégation entre les admis sur titre, donc ceux qui ont fait le concours parallèle, et qui ont fait la prépa grande école, où t'es quand Complètement. même bien. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, complètement. En fait, tu arrives pendant le week-end d'intégration,
Donc il y a un petit rituel pour ceux qui sont en AST, comme tu dis, Ouais, en admission sur titre. Oui, oui, il y a une claire séparation et puis sur l'EDEC à l'époque, alors je ne sais pas comment ça a évolué, mais il y avait aussi une claire séparation entre, les gens qui, venaient de Nice et les gens qui venaient de Lille. OK, Parce que, à l'époque, quand tu étais, dans le haut du classement, tu allais à Lille et les derniers du classement, eux, allaient plutôt à Nice. Je sais que ça OK. a évolué puisque maintenant ils ont fait une spécialisation, à Finance, Nice, ouais. finance Donc c'est exactement. peut-être presque l'inverse, maintenant, quoi? Exactement et OK, donc maintenant, en fait, c'est plus prestigieux, d'être, OK, à Nice qu'à Lille. Mais à l'époque où moi je l'ai fait en 2000, je suis arrivé en 2007, c'était pas le cas. OK. Donc du coup, tu mets EDEC Nice en gras sur ton CV maintenant parce Voilà, que non, tu c'est mets EDEC, c'est Lille, Nice. OK, d'accord. Je fais passer le la pilule comme ça. OK, donc les decks, ça se passe comment? Est-ce que, pendant les decks, tu commences à préciser un peu ce que tu as envie de faire ou, Alors comment pas tu du tout, OK, parce qu'à ce moment-là, moi, en fait, j'ai zéro expérience en entreprise. Il y a pas du tout de stage et c'est peut-être, quelque chose qui manque dans les formations à l'université, parce qu'on n'est vraiment pas du tout en contact avec, le milieu de l'entreprise. Donc je fais à l'issue de ma première année, donc là, je ne sais pas du tout, quoi faire et en fait, à 2007-2008, la grande mode, c'est, faut aller en finance. ouais, Donc je vais en finance, donc il y avait soit aller en cabinet d'audit, soit essayer d'aller dans une banque et moi, en l'occurrence, je vais à la direction financière de chez Pernod Ricard en gestion de trésorerie, d'accord. et je signe pour un stage d'un an là-bas. Donc je fais une année de césure. On m'avait recommandé de faire, 2 stages de 6 mois pour justement, pouvoir avoir un panel un peu plus large et savoir, avoir un peu plus d'expérience. Mais, je signe pour un stage d'un an et en fait, assez rapidement quand j'arrive, dans ce stage, je me rends compte que, milieu de l'entreprise pour moi, ça va être assez compliqué. Alors qu'est-ce qui te marque là, chez Pernod Ricard à ce moment-là? Alors, ce qui me marque déjà, faut comprendre que moi, je viens d'un milieu familial où j'ai peu de gens dans l'entourage de mes parents qui travaillent en entreprise, qui sont cadres en entreprise ou salariés d'une société. Et ce que je vois plutôt dans l'entourage de mes parents, c'est des médecins, parce que c'est leurs copains avec qui ils ont fait leur étude de médecine. C'est, des avocats, d'autres professions libérales, des experts Ouais, comptables ou des chefs d'entreprise. Donc très clairement, moi, à ce moment-là, j'arrive et je vois quelque chose de très normé. En plus, on est dans une grosse société qui fait partie du CAC 40 et je vois effectivement, chaque étage avec, la partie, marketing, la partie finance, la partie RH, je vois, des bureaux fermés, où en fait on passe, 8 heures dans la journée, derrière un écran d'ordinateur, la petite pause à la machine à café et je me reconnais pas du tout là-dedans et ouais. effectivement le soir, à ce moment-là, j'habitais chez mes parents. Je rentrais le soir et je parlais de ça à mes parents et j'avais du mal comment dire? À me projeter dans cet univers-là. Et tes parents, enfin, étaient aussi étonnés que toi de ce que tu découvrais, quoi, presque, Et quoi, parce que c'est pas leur exactement, univers. exactement, ils Ouais, étaient vraiment étonnés. Alors moi, j'avais un grand frère, une grande sœur, qui avaient fait aussi des écoles de commerce et qui, d'accord. travaillaient dans les sociétés. Donc ils avaient OK. déjà commencé à comprendre, comment ça se passait au travers de ce que mon frère et ma sœur leur racontaient. Mais effectivement, pour moi, ça a été un vrai choc et rapidement, j'ai vu que, ça allait, ça allait pas fonctionner pour moi la vie dans le salariat. Donc finalement, au bout de 6 mois, on interrompt le stage. Voilà, petite anecdote, il fêtait à l'époque, je me souviens, l'acquisition de la vodka Absolut, qui était une très grosse acquisition, OK. pour, Pernod Ricard. Ils avaient privatisé un endroit, le Showcase, ça s'appelait à l'époque, sur les quais et puis Ouais. j'avais, fait venir, en fait, pendant cette soirée qui était une soirée corporate, quelques-uns de mes amis OK. et donc le C'est lundi. le Showcase, c'est la boîte qui est dans le pont Alexandre III, là, c'est Exactement, ça? qui est Ouais, dans OK. le pont Ouais, ouais, ouais. Alexandre III et donc le lundi, je me prends, une soufflante monumentale par mon responsable de stage, qui veut, arrêter mon stage clairement en me Parce disant que que tu c'était avais ramené tes inadmissible. potes à la Parce soirée? que j'avais ramené quelques amis, OK. bien habillés, tout propre, mais du coup, ça avait pas plu du tout OK. et donc en fait, à ce moment-là, ça se tend un peu, et finalement, bah, on décide d'arrêter d'un commun OK. accord le stage. Mais c'est plus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, non? Parce que Exactement. j'imagine que bon, il y avait Ouais, peut-être ouais, de d'autres toute trucs, façon, ouais. effectivement, ça collait pas trop. C'était Ça pas collait hyper pas bien trop. engagé. J'avais pas la personnalité, j'avais une personnalité, on va dire,
qui faisait un peu tâche par rapport, OK. aux personnes qui travaillaient, au même étage que moi. Bon après, au bout de 6 mois, ton stage interrompu au bout de 6 mois, ça se voit pas trop sur le CV, quoi. Un stage interrompu au bout de 1 mois et demi, là, c'est bizarre. Au Complètement. bout de 6 mois, ça va, tu te dis: «Bon, j'ai fait un stage de 6 mois, je suis pas Pernod Ricard», tu pas besoin de préciser forcément à l'employeur d'après, quoi. Ex Mais du coup, j'imagine, si tu prévu de faire 1 an dans ton année de césure, c'est ça, entre ta ouais, M1 et M2, bon, tu es un peu dans l'embarras, faut retrouver un truc rapidement pour valider exact. tes crédits ECTS pour tes expériences professionnelles, tout ça. Exactement, Donc tu vas faire exactement. comment? Et bah, en fait, je trouve un autre stage assez rapidement OK, dans une boîte. Alors là, je bascule complètement. J'étais plutôt sur la partie un peu, sales, marketing, donc dans une société qui, aujourd'hui n'existe plus, mais qui faisait des applications mobiles et des sites internet. C'était une agence un peu, OK, qui, bossait avec des gros groupes type, SFR, Universal, Vivendi, ce genre de boîte, et qui créait, des soit des réseaux sociaux, parce que c'était la grande époque des réseaux communautaires, mmh, soit bah, des sites internet, des sites e-commerce. Ils avaient fait le site de Petit Bateau, OK, notamment. Et là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ambiance, beaucoup plus jeune, beaucoup plus cool. Donc, je me reconnais déjà un peu plus dans cet univers-là. Mais je sens quand même que je vais je vois des nouveaux projets, donc mmh, éclore dans cette agence et donc je me dis: «Bon», c'est à ce moment-là que je commence à prendre goût à potentiellement être entrepreneur, OK. heu et donc je pense que c'est ce qui a planté la petite graine chez moi. Ça a été ce 2e stage. Et entrepreneur, peut-être j'ai une connerie, mais c'est finalement pas si différent de ce que font tes parents ou les amis de tes parents qui sont dans le libéral. Complètement. Libéral, tu es quand même un peu à ton compte, faut monter un peu ton business, Exactement. tu ton portefeuille de clients, tout ça quoi, Exactement. Ouais, OK. non, mais complètement, en fait, tu as tes patients, Ouais, alors que tu traites, oui, voilà, qui sont ouais, pas des clients, mais qui oui, sont oui. des patients. Tu as, un petit peu de salariés, tu peux en avoir, tu peux avoir une secrétaire, tu as ton loyer à payer, tu as Mmh. tes charges, donc ouais, ouais, c'est un peu une micro-entreprise, Ouais, ouais. et puis surtout, tu as cette liberté quand même, donc tu travailles, beaucoup, mais tu as cette liberté de dire, «Demain, je veux partir en vacances, je pars en vacances, je bloque pas de rendez-vous sur, cette semaine-là et je prends mon billet d'avion et je pars. Mmh. Heu et donc tu as cette chose, ce sentiment de tu pas enfermé dans un cadre, d'accord? Et tu pas ce plafond de verre au-dessus de toi. Ouais, Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, assez, assez puissant, ouais. hein, dans Tu pas de l'entrepreneuriat. plafond de verre, Tu pas mais de t'as pas plafond de de verre. plancher non plus, Mais t'as pas de plancher non ouais, plus, c'est ça, exactement. T'as pas de plancher non plus, mais ouais. t'as pas de plafond de verre. Donc moi, comme je regarde toujours vers le haut, finalement, c'est plutôt le côté, il y a pas de plafond de verre qui me plaît là-dedans. C'est vrai que ouais, c'est assez intéressant, effectivement de le voir comme ça, plafond de verre, plancher, parce que effectivement, je pense que ça dépend énormément de la personnalité, voilà, il y a des gens qui moi, je suis comme toi, je regarde toujours, tu vois, devant et tout et je suis jamais en stress, mais il y a des gens qui sont un peu plus, tu vois, qui ont besoin d'avoir des assurances, des garanties, ce Complètement, que je comprends complètement et donc si tu as complètement, une personnalité plus comme ça, effectivement, le salariat, c'est complètement. peut-être mieux, quoi. Mais donc ouais, donc une année de césure finalement où tu fais 2 expériences qui vont pas tellement t'intéresser, mais finalement dans ta réflexion, tu avances énormément parce que tu dis: «OK, ça c'est pas pour moi». Et une fois que tu as enlevé le salariat, il y a déjà beaucoup de métiers que tu as Ouais, enlevés, quoi, complètement. et tu enlèves même la, start-up scale-up, tu vois? Et tu te dis même, «OK, je vais vraiment sur, enfin la start-up, Ouais, ouais, voilà». c'est ça, exactement et en fait, je me dis, à ce moment-là, après mon année de césure, là, je fais une année à l'étranger. Donc Oh, en fait, ma OK, dernière année de l'EDEC, au lieu de la faire sur le campus, de l'EDEC, je pars en Thaïlande. Bon, OK, pourquoi la Thaïlande? Parce que donc il y avait très peu de gens qui avaient postulé pour partir en Thaïlande. Moi, j'avais eu l'occasion de voyager déjà plusieurs fois là-bas, avec ma famille et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça c'est bouillonnant. OK. Pas tant pour ce que j'allais apprendre à l'université là-bas, mais plus pour la possibilité de voyager en Asie du Sud-Est et à découvrir, des nouvelles cultures et à m'enrichir comme ça. Et donc clairement, ça a été une super expérience, où j'ai fait 4 mois donc, à l'université, OK, avec un programme assez light de courses qui me permettait de voyager trop énormément bien, OK. avec mes copains de l'université et ensuite, je voulais pas rentrer. Donc à ce moment-là, en fait, à la fin de l'études, normalement, j'étais censé rentrer et en fait, je savais pas ce que je voulais faire à ce Ouais, moment-là. J'avais pas d'idée de boîte, j'étais pas enchanté à me dire, que j'allais postuler, pour bosser dans une entreprise et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un stage,
dans une boîte française qui s'appelle Essilor, qui est le OK. leader mondial des verres de lunettes, qui avait une grosse usine, en Thaïlande, à OK. Bangkok et j'ai pris un stage en logistique, donc rien à voir avec, ce que j'avais eu l'occasion de faire, mais je voulais vraiment rester en Thaïlande, parce que, déjà je me plaisais beaucoup là-bas, je m'étais fait des bons copains et que je me disais: «Bon, je suis encore assez jeune, je peux me permettre là, de avec le salaire que j'allais toucher, en tant que stagiaire, comme le coût de la vie est assez, enfin en tout cas à l'époque était, assez bon marché en Thaïlande, ça me permettait de m'assumer, de financer mon train de vie et de pouvoir rester sur une expérience à l'étranger. Ouais et puis c'est vrai que enfin, c'est un truc, faut aussi le comprendre pour ceux qui sont aussi encore étudiants. C'est un moment où il faut profiter un petit peu, quoi, parce que, enfin, quelques années plus tard, ton rapport au temps et à l'argent a complètement changé. Il y a des trucs qui te paraissaient hors de prix à l'époque qui finalement, là, tu peux te les payer, ces kiffs-là, mais tu as un problème, c'est que tu as plus que, 4 semaines de vacances dans l'année et que, Complètement. tu vois? Et peut-être une semaine de voyage que tu as pu te faire, à côté de la Thaïlande et tout ça, 5 ans plus tard, ça te fait rêver, alors que tu pourrais complètement te le payer, mais tu as juste plus le temps, de le faire, quoi, Ouais, donc non, mais clairement, faut clairement pas et se précipiter non plus de rentrer, dans le métro boulot dodo, tu vois? bah, Enfin, surtout j'exagère, mais qu'à ce moment-là, bon, tu es quand même assez jeune encore, j'avais une petite vingtaine, j'avais pas d'attache, j'étais pas en couple, pas d'enfant, pas de crédit, ouais, ouais. donc finalement, c'est aussi une période qui est plus propice à voyager, à essayer de profiter, à découvrir un peu le monde parce que, tu t'enrichis, clairement de ces périples, de ces voyages et moi qui suis quelqu'un de très curieux, en fait, je sais que ça me nourrit énormément et ça m'a permis, on en parlera juste après, je pense, mais ça m'a permis de créer ma première boîte, en fait. Ouais. Alors juste le stage chez Essilor en logistique, tu as des anecdotes, des trucs qui t'ont marqué? Écoute, en fait, on est quand même un peu sur le même profil de société Ouais. que chez, Pernod Ricard. Donc pareil, hein, haute société du CAC 40. Là, on est dans un environnement où finalement il y a donc des Thaïlandais qui travaillent et le management qui lui est français, donc des expatriés. Donc là, bah, je goûte aussi un peu à la vie, d'expatriés, aux avantages que ça représente, hein, d'être expatrié comme ça dans les gros groupes avec, effectivement l'école française, un logement de fonction, une rémunération confortable, par rapport au pays dans lequel on habite. Donc plutôt intéressant, je rencontre des gens hyper intéressants. Mais voilà, la logistique, ça me passionne pas. On est sur un plateau effectivement où moi je suis en open space avec, plein de gens, je me fais plein de copains, thaïlandais, thaïlandaises et puis, dans des bureaux fermés, il y a, les personnes du management. Et effectivement, je continue à me dire que c'est clairement pas fait pour moi. OK. Mais ça me c'est 9 mois supplémentaires, 8 mois supplémentaires où je reste en Thaïlande, me permettent de rencontrer, la personne avec laquelle finalement je vais travailler et qui va me permettre de créer ma première re entreprise. Alors raconte-nous du coup, ça va être quoi, cette première boîte que tu vas lancer? Alors cette première boîte que je lance, en fait, je rencontre lors d'une de mes soirées, un Thaïlandais, qui a une usine de meubles, dans les environs de Bangkok et qui fabrique du mobilier sur mesure pour des très gros hôtels, en Asie du Sud-Est, mais des hôtels très luxueux. OK. Donc on a, le Four Seasons, les Sheraton, les Hilton, Ah des ouais, hôtels, assez, voilà, assez luxe et à ce moment-là, je sympathise avec lui et je vais visiter son usine. d'accord. Donc je me rends là-bas et je vois un petit peu la qualité du mobilier qu'il fait et surtout je lui demande: «Combien ça coûte à fabriquer ça?» En fait, assez rapidement, je me rends compte que c'est très bon marché Ouais, et que, il y aurait certainement des hôtels ou des cafés, des restaurants qui seraient intéressés à faire du mobilier sur mesure, mais sur le marché français et européen. d'accord. Parce que lui, c'était des hôtels de luxe, mais locaux, quoi? Exactement, OK, mes locaux, OK, OK, Asie du d'accord. Sud-Est et finalement quand tu es, dans un Four Seasons, le niveau de qualité d'un Four Seasons, qui est en Thaïlande ou celui qui est, à Paris, il est quand même très, très élevé. Les Ah ouais, standards sont très élevés. Donc finalement, à ce moment-là, je rentre, à Paris, et j'en parle à mon frère qui, lui, travaille dans un fonds de private equity. Il est en OK. fonds de fonds, lui, il a fait pareil les decks. Après il est parti, il a fait un master à l'ESSEC, il fait sa carrière, à Londres dans un premier temps, ensuite, il rentre à Paris, il est embauché donc dans ce fonds de fonds. Je repréciserai, après ce que c'est qu'un fonds de fonds, mais un fonds de Ouais, fonds, c'est un fonds d'investissement qui investit dans d'autres fonds d'investissement. OK. Voilà. Et lui pareil, il s'épanouit pas dans ce qu'il fait, il voit ce plafond de verre. Donc là, il est analyste financier à ce moment-là.
il voit les partenaires, qui sont, très bien payés, Ouais. lui qu'il est, beaucoup moins et en fait, il se dit: «Ça va être très long, il va me falloir, 15 ans, pour arriver, au niveau où ils sont si je reste, dans cette société-là». Et donc, à ce moment-là, je rentre et je lui dis: «Écoute, j'ai fait une rencontre super intéressante, je pense qu'il y a un marché». À ce moment-là, je fais zéro étude de marché, bien évidemment. Je me lance, la fleur au fusil, et je dis à mon frère: «Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure?» Lui aussi, je sentais qu'il avait envie d'entreprendre. Il se plaisait moyennement dans cet environnement, de salarié Ouais. et très rapidement, bah, il négocie, alors je sais plus exactement s'il avait démissionné ou s'il avait fait une rupture conventionnelle, mais en tout cas, très rapidement, il me rejoint et on lance cette première boîte qu'on appelle BLS Fourniture. OK et vas-y, bah, raconte, ça fait quoi un peu de s'associer avec son frère? Est-ce que ça te faisait peur au début? Enfin, pourquoi tu t'es tourné vers lui? Je comprends que c'était un moment enfin, tu sentais que c'était le moment pour lui aussi d'aller vers une nouvelle aventure? Bah, en fait, je me suis tourné vers lui parce que j'en ai parlé avec lui et rapidement, il m'a fait comprendre que lui, ça pourrait l'intéresser de se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec moi. OK. Voilà, on s'entendait plutôt bien, on était assez alignés sur pas mal d'éléments, et donc rapidement, en fait, il s'est dit: «OK, j'y vais, je me lance». Ça n'a pas été très bien réfléchi. Pour OK. être tout à fait honnête, je pense que si on avait dû le refaire, on l'aurait certainement refait différemment avec le recul, parce qu'on n'avait pas suffisamment, étudié la profondeur de marché, on n'avait pas sondé, les hôteliers, les architectes pour savoir s'il y avait une vraie demande pour du mobilier sur mesure fabriqué en Asie et Ouais, ouais. cetera. Mais on se dit: «Allez, c'est bon, on y va avec les références de notre fournisseur», en disant: «Voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça et nous, on peut faire la même chose pour l'Europe». OK. Et on se lance et en fait, on se rend compte que c'est hyper compliqué de trouver des clients, donc on Ouais. rentre dans pas mal de process avec des hôtels, avec des cabinets d'architecture, sur des appels d'offres et tout ça, c'est très nouveau pour nous, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Et en fait, on signe au bout de quelques mois. Pour le moment, on a zéro revenu, rien du tout. Au bout de quelques mois, on signe un premier client OK. et donc on commence à faire des chaises, des tables, pour des restaurants. OK. Puis ensuite, on signe un deuxième client, d'accord? Mais on voit que c'est très compliqué. On voit que c'est très compliqué, on est là à décharger nous-mêmes les containers. Je me rappelle le beau-père de mon frère qui était antiquaire, il avait un petit entrepôt, dans le 95. Il nous avait libéré un espace pour qu'on puisse, décharger, ensuite on prenait sa camionnette pour aller livrer. Donc c'était vraiment, c'était Ouais. c'était assez funky, La et scalabilité du business était pas folle, quoi. non, c'était pas fou du OK. tout et en fait, on se dit: «Waouh, c'est compliqué», mais c'était bien parce que finalement, heu, on a appris vraiment sur le tas Ouais, ouais. et c'était finalement hyper enrichissant. On a vu que c'était des métiers durs, donc nous, on voyait nos copains, qui étaient, en audit, en finance, en market, qui bossaient dans des bureaux. Puis nous, on se levait à 7 heures du mat pour aller réceptionner, le container qui arrivait du Havre, le décharger, stocker les meubles, on était avec notre jogging et notre sweat à capuche, c'était assez marrant, et finalement, on a une opportunité parce qu'on fait pas mal de salons pour se faire connaître. Donc Mmh. on fait, équipe hôtel, on fait maison et objets, pour, justement essayer d'avoir des prescripteurs, des architectes, où on monte notre savoir-faire. OK. Et puis on a, lors d'un salon qu'on fait en Asie, mon frère va et il voit une marque, qui s'appelait Acupunto, qui faisait du mobilier ergonomique intérieur-extérieur avec des OK. espèces de capsules en plastique où tu t'asseyais qui épousaient la forme de ton corps et qui étaient assez sympas, assez colorés. Et on se dit: «Tain, ça existe pas en Europe, c'est super», et on trouvait ça vraiment top. Ouais, ouais. Et donc finalement, on prend la licence pour être leur distributeur en Europe de l'Ouest, OK. pour venir un peu étoffer notre business du sur-mesure qui patinait un peu, où on avait quand même du mal à convertir les leads qu'on avait. Et c'est assez drôle, on fait pas mal de salons, on part à Cologne en Allemagne, pareil avec la camionnette, on charge, on dort dans un Airbnb. À ce moment-là, on est vraiment tous les 2, on a Ouais, ouais. zéro salarié, OK. et c'est hyper intéressant, mais on y croit. Parce que là, on se dit: «OK, cette marque-là va bien marcher», on avait des marges qui étaient intéressantes, on avait l'entrepôt du coup du beau-père de mon frère, qui faisait qu'on n'avait pas de frais de stockage. Et en fait, on fait, un premier salon, un deuxième salon, et on a mais énormément d'engouement, Ouais. mais on n'a pas de commandes. OK. Les gens Tout le monde nous dit: «C'est génial», on est un peu l'attraction du salon, Ouais. mais 0 commande.
Ouais, c'est marrant ça. Ouais, vraiment, OK. c'est, tout le monde vient nous féliciter, nous dire: «Ah bravo, mais c'est superbe, c'est génial, mais j'ai jamais vu ça. Ah en plus ça va à l'extérieur, à l'intérieur», et donc en fait, on galère et nous on avait stocké beaucoup. En Ouais, fait, avec l'argent qu'on avait gagné sur la partie sur mesure, on avait stocké beaucoup de meubles et on n'arrivait pas à déstocker les meubles parce ah qu'on les ouais. mettait chez des revendeurs et on n'avait jamais de vente. Et c'était quoi le tu penses que tu trop cher, quoi? Parce que si les gens Non, étaient hype par le produit et achètent pas, c'est quoi? on était sur le marché du moyenne gamme, Ouais. qui est un marché compliqué. En plus, on est en période, 2010, ouais, c'est ça, 2010, donc on est sorti de crise, des subprimes. On est quand même dans une période économique qui est assez compliquée. Mmh. Heu et effectivement, en fait, les gens trouvaient ça super marrant, super sympa, mais peut-être pas pour les autres, Ouais, OK. tu vois? Et on fait ça pendant, encore 1 an et demi et à un moment donné, on se dit: «OK, on n'y arrivera pas». Donc on déstocke, ce qu'on a, et à ce moment-là, on a 2 enseignements. Premier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quand même assez difficile et donc entre, cet engouement que tu as au départ, les plans que tu fais et la réalité, Mmh. il y a, un gap énorme. Ça, c'est le 1er, 1re conclusion. La deuxième conclusion, c'est que on avait bossé pendant 2 ans et demi ensemble et que finalement, on avait eu une tonne de galères ensemble, mais que on était hyper content de les avoir, passées ensemble, ces galères, OK, et qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble. d'accord. D'accord? Donc Ouais. là, à ce moment-là, on se dit: «OK, on veut continuer à entreprendre, on veut se relancer sur une nouvelle aventure». Moi, bah, j'avais encore une fois, finalement assez peu de charges parce que, bah, j'avais pas d'enfant, j'étais toujours célibataire. Mon frère avait la chance d'avoir sa femme qui était avocate et qui gagnait sa vie et donc qui pouvait en tout cas subvenir aux besoins. Il avait pas d'enfant non plus. Et donc on se pose et là on se dit: «On va pas refaire la même erreur que la première fois et on va essayer de se poser un peu sur qu'est-ce qu'on veut faire et analyser un peu le marché». OK. Sur n'importe quel business, quoi, Alors enfin ouais, c'était n'importe quel business sauf qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on se disait: «On veut aller dans la bouffe». On veut aller dans la bouffe, pourquoi? Parce qu'on se disait: «C'est anticyclique, c'est contre-cyclique», encore une fois, je te le dis, mais on est en 2011, 2012, c'est des années qui sont pas très évidentes. compliqué, ouais. Ouais, qui sont Crise des vraiment dettes souveraines, enfin, il y a eu la crise subprime, puis la crise des dettes souveraines, en Grèce et tout ça, exactement. enfin, ouais, Et donc à ce moment-là, on se dit: «OK, il faut qu'on soit sur un business, qui, est un peu anti-crise». OK. Heu et et en fait, on se dit: «La boulangerie, c'est un secteur qu'on adore parce que, on a toujours mangé énormément de pain». Les Français, globalement, ils consomment beaucoup de pain. Nous, à la maison, on allait toujours, faire le détour pour aller dans la bonne boulangerie et pas celle qui était le plus proche de chez nous, et c'était vraiment quelque chose d'important. Alors la pâtisserie, un peu moins, voilà, moi j'aimais bien, j'étais assez gourmand, mais voilà, on n'avait pas des pâtisseries toutes les semaines, qu'on mangeait. Mais par contre, le pain, c'était vraiment super important. Partout où on habitait, on allait systématiquement, faire le tour de toutes les boulangeries du quartier pour dire: «C'est celle-là notre boulangerie, OK. pour, ce pain-là», et puis on allait dans une autre boulangerie pour acheter le croissant parce qu'il était meilleur. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc en fait, à ce moment-là, on se dit: «OK, on n'a pas d'expérience en boulangerie, comment on va faire?» C'est un métier, moi j'ai jamais mis les pieds dans un fournil de boulangerie. Faut savoir on est mi-2012, fin 2012, donc j'ai quel âge? J'ai, 28 ans. OK. Ouais, c'est ça, 26 ans, pardon, j'ai 26 ans et mon frère a 3 ans de plus, donc il approche la trentaine. Et on se dit: «Bon, bah, on va regarder quelles sont les franchises en boulangerie». Une autre forme d'entrepreneuriat que d'entreprendre en franchise. Et puis on va avoir, 2-3 franchises dans la boulangerie et tout le monde nous dit: «Ah mais c'est génial nous ce qu'on fait, vous allez voir ça marche, ça cartonne». Puis en fait, on va voir les franchisés, on goûte les produits, on n'est pas convaincu et on D'accord. se dit: «Mais on se reconnaît pas dans ce produit-là». Le produit il est pas suffisamment qualitatif. Nous, on voulait ouvrir un truc à Paris, c'était quand même assez concurrentiel. Il y a un niveau dans la boulangerie qui est assez élevé et heu et à ce moment-là, alors qu'on était pas loin de signer avec un franchiseur, on se dit: «Mais on n'est pas convaincu par le produit. Est-ce qu'on a envie de vendre un produit?» On n'est pas convaincu, quoi. Ouais. Et la réponse était clairement non. Sachant que vous y êtes allé pour le produit, en fait, quoi. C'est-à-dire que la bouffe, bon, tu disais, c'est un truc, un peu contracyclique, enfin, en tout cas, qui subit pas les cycles, quoi. Ça a pas forcément, spike, pendant un Exact. cycle négatif, mais en tout cas, c'est pas trop impacté par les cycles parce que tu as toujours besoin de bouffer et
ce que je trouve intéressant aussi dans ta démarche et j'aimerais bien savoir rétrospectivement si tu penses que c'est une erreur ou pas, c'est qu'en fait, il y a eu un biais de, on se lance dans la boulangerie parce que c'est un produit qu'on adore, on fait le tour de toutes les boulangeries et tout ça, tu vois? Et donc penser que les autres personnes, fonctionnent comme toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Tu vois? Est-ce que tu penses que le client moyen, il est autant passionné de boulangerie que toi et se dit: «Ah ça c'est du bon pain, je vais là» et ça ou? Alors, en fait, il y en a. Il y en a clairement, il y en a OK, qui vont aller, toujours chez la boulangerie la plus proche de leur domicile et il y en a qui vont, traverser Paris pour aller acheter une pâtisserie ou un croissant. OK. D'accord? Donc, c'est pas la majorité des clients. Donc c'est pour ça qu'on en parlera, mais dans le commerce, quand même, l'emplacement est très important. Mmh. La qualité aussi, le service, mais clairement l'emplacement, c'est ce qu'on dit, dans le commerce, il y a 3 grandes règles, hein. Ouais, C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. ouais. Voilà. OK. Donc, tous les clients ne sont pas obsédés par la qualité. Il y en a qui vont chercher, vraiment le commerce le plus proche, la boulangerie la plus proche de chez soi, mais c'est un environnement très concurrentiel, la boulangerie, notamment à Paris OK. et donc il faut se démarquer par de la qualité. L'emplacement, c'est très important, mais c'est pas suffisant si on veut, connaître un beau succès. OK. Donc à ce moment-là, en fait, on se dit on change complètement, de bord et on se dit: «On reste dans la boulangerie, mais par contre, on va être les seuls maîtres à bord». C'est-à-dire qu'on D'accord. va pas faire confiance à un franchiseur qui va nous dire: «Suivez nos recettes, achetez nos produits, suivez notre méthode et vous allez réussir». D'accord. Donc c'est D'accord? un autre métier, quoi. Tu es plus simple vendeur d'un produit, tu veux faire ton propre pain, quoi. Exactement. OK. Et donc là, à ce moment-là, on se renseigne sur quelles sont les formations pour apprendre ce métier. Parce Ouais. que nous, on était, finalement très humbles et donc on s'est pas dit, «Ouais, on est des petits jeunes, on a la tête bien faite, on va révolutionner la boulangerie». En fait, on s'est dit: «On va apprendre le métier de boulangerie, de boulanger et de pâtissier, bah, comme les boulangers et les pâtissiers. Donc on va aller passer notre CAP». OK. Et donc on se renseigne et on voit qu'il y a plusieurs écoles à Paris qui proposent pour des adultes en reconversion, d'apprendre, le métier de la boulangerie-pâtisserie en passant un CAP. Au moment où tu as fait les decks, tu pouvais prétendre à des carrières, potentiellement, beaucoup mieux rémunérées. Après je te dis ça, je connais pas et tu vas nous expliquer le marché, de la boulangerie. Et donc tu te lances, tu as fait les decks et tu te lances dans un CAP boulangerie. Quelles vont être un peu les réactions, de ton entourage, de tes proches, quoi? Bah, en fait, il y en a qui trouvent ça marrant, Ouais, voilà. Beaucoup qui nous prennent pour des fous, mais on est quand même soutenus par nos parents. OK, Très clairement, l'environnement familial, la fiancée de mon frère aussi, le soutient dans ce projet-là. Donc voilà, nous, on est assez confiants, on commence à dessiner une certaine vision de ce qu'on veut faire, de ce que va être notre projet entrepreneurial dans la boulangerie. C'était finalement assez tôt d'ouvrir une enseigne, donc de commencer par une boutique, une boulangerie, ensuite de développer une petite enseigne, artisanale de qualité avec un bon rapport qualité-prix, sur Paris et les environs. Et effectivement à ce moment-là, on tous nos copains d'école de commerce, donc soit nous prennent pour des fous, soit en rigolent ou nous disent: «Ouais, tu raison, c'est bien», ouais, mais eux l'auraient jamais fait, voilà. Et puis nous, on s'inscrit dans cette formation. Donc on passe notre CAP et donc là, c'est, un changement radical de vie. ouais, Hein, parce on s'inscrit sur la session de 6 heures du matin. Donc OK, parce qu'on se dit: «On veut prendre le pli, on va être amené à se lever très tôt, il faut qu'on commence, dès les études quoi, dès l'apprentissage». Donc cours à 6 heures du matin jusqu'à je crois que c'était midi ou 13 heures. OK, Et ensuite l'après-midi, on faisait nos recherches pour chercher un fonds de commerce. d'accord, À reprendre, une boulangerie à reprendre. On discutait avec des meuniers, donc les fournisseurs de farine. On commençait à prendre des contacts de fournisseurs, sur la partie, lait, matières premières et cetera. Donc c'était ultra intense. On se levait à 4 heures du matin, je me souviens, c'était, à côté de Cours-Saint-Émilion, ouais, donc c'était sur la ligne 14 et donc on était les premiers le matin à prendre, le métro. On arrivait et ensuite, bah, mon frère, lui, faisait le CAP boulangerie dans un fournil et moi j'étais dans le fournil d'en face et je faisais CAP pâtisserie. OK, Donc on était un peu l'attraction, dans cette école-là parce que les 2 frangins, qui se lancent dans la boulangerie-pâtisserie, en plus qui ont pour projet de tout de suite reprendre une première affaire. Ça détonnait, ouais, parce qu'en fait, il y avait des gens en reconversion, mais qui allaient plutôt, prendre le métier différemment pour devenir salarié dans une boulangerie. OK, Donc, il y avait, tu sais, il y avait le CPF, enfin les gens en fait qui s'étaient fait payer,
par Pôle emploi une formation, qui changeaient de métier. Donc, eux qui étaient salariés dans une autre entreprise et qui avaient envie, par vocation, de, se reconvertir dans la boulangerie-pâtisserie. Mais je me rappelle, il y avait assez peu de profils comme les nôtres, de gens qui voulaient tout de suite, mettre le pied à l'étrier et reprendre une affaire. Ouais, OK, OK. Comment vous allez réussir à trouver, du coup, une affaire, quoi? Tu dis donc très focus sur, l'emplacement. Ouais, très focus sur l'emplacement. À ce moment-là, donc nous, il nous reste, un peu d'argent sur notre société, Ouais, qu'on a toujours de meubles. On avait laissé de la trésorerie parce que pendant toutes ces a enfin, pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, en fait, on se payait, très, très peu. Donc on a cet argent, on a ce capital de départ et on se dit: «Avec cet argent, on va, pouvoir, mettre un apport pour, reprendre une boulangerie». Et donc comment ça se passe? On est mis en relation avec, des meuniers. Les meuniers, c'est ceux qui fabriquent la farine et qui fournissent les boulangers en farine. OK. Et notamment, on nous parle d'un meunier qui a une très bonne réputation, qui a de la farine de qualité et c'est un des premiers à croire en nous. Heu, il me dit: «Ouais, je crois beaucoup aux profils comme vous dans reconversion professionnelle, ça nous intéresserait». Alors je ne sais pas si il était sincère quand il nous disait Ouais, ça ou si c'était pour nous vendre sa farine, OK. mais en tout cas, nous, on était allés voir quand même plusieurs, meuniers qui nous avaient dit: «Oui, bah, finissez votre CAP et puis vous repasserez nous voir après». OK. Donc à Ouais, ce parce moment qu'ils ont un risque quand même, enfin, s'ils se mettent avec un client, qui après, la boulangerie va planter dans 2 mois, ils doivent trouver un autre exactement. client, donc ouais, il y a une relation de confiance, ouais. Exactement, complètement. Et donc ce meunier nous dit: «Non, non, nous, ça nous intéresse des profils comme ça». On a, certains de nos clients qui souhaitent vendre des affaires, et donc quand on peut aider, on trouve des clients, qu'on installe. Voilà, vous rachetez le fonds de commerce et puis, derrière vous vous exploitez la boulangerie. OK. Donc assez rapidement, en fait, on voit une première affaire en banlieue parisienne. Heu, à Nogent, donc c'est marrant, dans la ville dans laquelle, mon frère et moi, on était à l'école. Et puis, en fait, on est à 2 doigts de se mettre d'accord, mais, on se met pas d'accord parce qu'on a un petit doute, sur, la taille, de et le potentiel de développement de cette boutique. Hem Et puis rapidement après, on nous met sur une deuxième affaire. Donc ce meunier-là nous met sur une deuxième affaire qui, elle, est à Paris, dans le 12e arrondissement, juste à côté, de notre, école, où on passe notre CAP. Et puis on sympathise vraiment. C'est une famille qui tient la boulangerie, quelques années, qui fait de la super qualité en pain, heu et on sympathise vraiment avec eux. Il y a, le père, la mère, la fille, le fils, le mari de la fille, la sœur du mari de la fille. Donc c'est vraiment une entreprise, familiale et ça nous plaît, avec des super valeurs. Pourquoi ils voulaient vendre? Alors, ils voulaient vendre parce qu'ils voulaient se réinstaller sur une affaire un peu plus grosse. En OK. fait, c'est, un peu ce mécanisme-là que tu vois beaucoup en boulangerie. Tu as soit, le boulanger qui va, vendre pour racheter une affaire plus grosse, Ouais, d'accord? Soit le boulanger qui va garder une première affaire et en ouvrir une deuxième, ouais, d'accord, OK. d'accord? Donc tu as vraiment ces 2 OK. modèles de Tu as croissance. très peu de gens qui se disent: «J'arrête, enfin, la boulangerie». Exactement, ou Ouais, alors qui prennent leur retraite, mais c'est ouais, assez rare, et donc lui, il était dans le premier schéma qui était de dire: «Voilà, j'ai ouvert cette boulangerie, enfin j'ai racheté cette boulangerie, je l'ai développée et maintenant, voilà, je j'atteins un peu un plafond de verre en termes de chiffre d'affaires et je voudrais, reprendre», se rapprocher de la retraite. «Je voudrais reprendre une plus grosse boulangerie sur lequel je vais recapitaliser pour ma retraite». mmh, OK, très clair. OK, donc vous sympathisez avec, enfin, ceux qui veulent, céder, leur boulangerie. C'est quoi un peu la taille du business, de la boulangerie que vous reprenez? Écoute, de mémoire, c'était une boulangerie qui faisait, un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. 600 000 € de chiffre Ouais, d'affaires? 600 OK. 000 € de chiffre d'affaires. Faut savoir je pense qu'en moyenne, je pas regardé les chiffres, mais en France, je crois que tu es aux alentours de 250 000 ou 300 000 € de chiffre d'affaires. À Paris, je parle, ça c'est en En France, France. ouais. À Paris, c'est les boulangeries, même s'il y a plus de concurrence, sont des chiffres d'affaires, plus importants. Je crois que 600 000 €, ça doit être dans la moyenne ou ça doit être 500 000 €, tu vois, sur Paris, OK, en moyenne. et ça marche à combien, le business, dans la boulangerie? Alors, en marge, ça dépend vraiment du type de produit que tu vends, parce que si tu vends beaucoup de pain, le pain, il y a plus de marge. Si tu vends plus de produits snacking ou de pâtisserie, tu as un petit peu moins de marge, parce que c'est des produits qui coûtent plus cher à fabriquer, où il y a besoin de plus de main-d'œuvre OK. aussi. Sur les Heu, sandwichs, tu dois pas mal marger, non? alors Ou ouais, alors sur les sandwichs, tu marges pas mal, mais les matières premières sont assez chères, OK, parce que les matières premières que tu mets dans ton sandwich sont assez élevées, heu et effectivement, c'est
Non, tu as une bonne marge dans les sandwichs, surtout que c'est des produits qui sont vendus plus cher, donc ça te permet d'avoir un panier moyen qui est plus élevé que quand tu vends que de la baguette, Mmh. à 1 €, où là, effectivement, ton panier moyen est plus faible. Donc nous, on tombe amoureux de la gamme de pain de OK. cette boulangerie-là. Clairement, on voit, ils ont des très gros pains de campagne, au levain naturel, qui se conservent très bien. Ils ont vraiment des miches de 4-5 kilos qui sont exposées. C'est super beau. Le mur à pain, en fait, on rentre, on se dit: «Waouh, c'est magnifique». Et il s'avère que le boulanger qui était le gendre du patron, il a gagné derrière plusieurs fois le prix de la meilleure tradition, dans le 93, qu'après il est allé s'installer dans le 93 et il l'a gagné je crois 2 ou 3 fois. C'était vraiment un super boulanger. Donc vraiment on tombe amoureux de cette gamme de pain et on se dit: «Ouais, c'est ici qu'on veut s'installer». Mmh. Assez rapidement on tombe d'accord sur le prix. Et Ça tu vaut une fois le chiffre d'affaires. une fois le chiffre d'affaires, Ouais, OK, c'est d'accord. ça, une fois le chiffre d'affaires. Et là, on se dit: «Bon, bah, maintenant, il va falloir financer tout ça. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les banques». Ouais. On travaille sur le dossier bancaire. Là, on se dit: «Nous, on est assez bon». Mon frère, en plus, il avait ce background, dans la finance, il était assez à l'aise avec les chiffres, Excel. Ouais, ouais, Donc ouais. on fait un super business plan, où on reprend, on présente tout ça aux banques. On va avoir 7 banques, 7 refus. Ah ouais? 7 refus? C'est Ah là, fou c'est parce la que douche froide. c'est pas hyper risqué, quoi, tu vois? Tu reprends un fonds de commerce existant, il y a déjà des clients, il y a déjà tu vois, il y a déjà un product market fit qui est très, très clair, quoi, donc tu peux dire à la banque, je sais pas, si on fait, 120 K de marge, voilà, on vous emprunte 600 K, on vous rembourse en 5 ans, non? Ouais, Bah, en visiblement fait, non. tu prends des crédits de 7 ans. C'est un Ouais. peu ça le modèle traditionnel quand tu achètes un fonds de commerce et clairement, bah, les banques ont pas cru en nous. C'est-à-dire qu'elles trouvaient ça, un peu comme nos copains, ils trouvaient ça très drôle, Mmh. de reprendre une boulangerie, mais la financer, c'était autre chose pour eux. OK. Donc clairement, là, c'est la douche froide parce que nous, on s'est déjà mis d'accord avec, le vendeur Mmh. qui lui-même s'est mis d'accord pour racheter une autre boulangerie plus grosse. Vous aviez signé genre une sorte de promesse de vente, c'est Alors, ça? on a une promesse de vente. Si on n'a pas le crédit, on peut, S'en sortir se quoi, c'est dédire. Scrivener, Mais ouais? si tu veux, on a tellement sympathisé avec, le vendeur et toute sa famille qu'on est hyper mal. Ouais, ouais, On est ouais. hyper mal parce qu'on se dit: «Attends, lui derrière, il va devoir se dédire de sa vente». Mmh. C'était une grosse boulangerie qui reprenait et donc là, on est vraiment pas bien. Pour nous, c'est la douche froide, sachant qu'en plus, ils avaient déjà commencé à nous intégrer. Les après-midi, on allait travailler aussi dans sa boulangerie pour se former, pour commencer à apprendre à connaître la Ouais, clientèle. ouais, ouais. Mon frère était, à la boulangerie, moi j'étais avec, la chef pâtissière qui me montrait la gamme de pâtisseries pour pouvoir reproduire et cetera. Donc là, c'est vraiment la douche froide. OK. Et puis finalement, on a la chance d'avoir un contact, au CIC, heu, qui vient avec nous au rendez-vous, qui est un bon client du CIC et qui leur dit: «Voilà, je vous explique, ces 2 jeunes, ils sont ultra motivés, regardez ce qu'ils ont fait. Ils se lèvent à 4 heures du matin, ils ont passé leur CAP, l'après-midi, ils travaillaient, ils allaient chercher les fonds de commerce, rencontrer les fournisseurs et cetera. Moi, si vous leur prêtez pas argent, je sors tous mes comptes du CIC». Ah ouais, OK. Voilà, en mode OK. ultimatum. OK. Et là, donc ça patine et finalement, ils acceptent de nous prêter l'argent. OK. Donc c'est quand même toujours assez drôle parce que, en fait, quand tu te lances dans un nouveau projet, les gens ont, mécaniquement tendance à ne pas y croire et à pas vouloir te faire confiance. Et ces mêmes gens qui, derrière, enfin, une fois qu'on a commencé à ouvrir une, 2, 3 boutiques, nous appelaient pour nous dire: «Bon, quand est-ce que vous reprenez la prochaine? Vous savez qu'on est à vos côtés, pour vous Ouais. financer», et donc c'est toujours assez Rappelez-vous, hein, je drôle. suis le premier à avoir cru et tout ça. Ouais, Exactement, ouais, ouais, rappelez-vous, nous, on était là au ouais, début, on ouais. vous a fait confiance, donc oui, oui, en fait, je pense qu'il faut quand même clairement croire, en sa vision. Voilà, ça, c'est un point, primordial. Même quand tout le monde vous dit que vous avez tort ou que vous êtes fou, il faut y croire. Moi, j'ai une anecdote, c'est que quand j'étais, étudiant dans CAP, tout le monde nous prenait pour des fous. Tous les profs nous disaient: «Mais vous croyez quoi? Qu'on vous attend dans la boulangerie, vous allez travailler, il y a des gens qui ont, 20 ans de métier, vous croyez quoi? Que vous allez faire mieux qu'eux? Que vous sortez de votre CAP et que vous allez Mmh. être incapable de faire mieux qu'eux?» On dit: «Non, on veut pas faire mieux qu'eux. Nous, on a une vision, on sait ce qu'on souhaite faire en boulangerie-pâtisserie et on apprend le métier, c'est vous qui nous l'apprenez
pour justement se mettre au niveau et derrière on va travailler, énormément pour, être capable de remplir cette ambition qu'on Ouais, a. ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que le 1er salarié qu'on a recruté, c'était mon prof à l'école, qui est devenu notre premier chef pâtissier chez Ernest et Valentin, OK. la boulangerie qu'on a montée. C'est énorme, Ouais, c'est c'est énorme énorme. Donc je et suis qui était passé pas de convaincu, enfin et qui était qui pas convaincu ouais. et qui finalement, en fait, heu, lui, il était, remplaçant, il remplaçait quelqu'un qui était en congé, maladie et finalement, bah, quand j'ai cherché, un chef pâtissier, il m'a dit: «Bah, moi, ça m'intéresse» Mmh. et donc bah, je savais qu'il était bon parce que je je le voyais faire au quotidien. C'est intéressant ce que tu as dit, juste avant. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, en France notamment, qui confondent ambition et arrogance, quoi, tu vois? C'est-à-dire que tu et donc du coup, les gens ont honte de leur ambition, tu vois? De dire: «Ah bah, je vais arriver dans le business de la boulangerie, je vais monter, un business avec une dizaine de boulangeries et tout ça», les gens te disent: «Tu te prends pour qui?» Et c'est pas que tu te prends pour quelqu'un, c'est juste tu as des ambitions. Ça veut pas dire que tu as pas conscience qu'en face, ça va être énormément de travail, énormément de sacrifices, énormément de temps aussi, quoi. Mais finalement, avec du temps, du travail, du sacrifice, tu peux faire pas mal de choses, quoi, tu vois? Exactement. Non, non, mais clairement et nous, on avait de l'ambition. On était ambitieux, sinon on se serait pas lancé dans ce projet-là, qui était un projet ambitieux, clairement. Mais on avait aussi des convictions, c'est-à-dire qu'on se sentait capable et je pense que notre précédente expérience dans le meuble où on s'est vu, décharger les containers, se prendre les cartons sur la tête, conduire la camionnette pour aller à Cologne, Mmh. en Allemagne pour faire le salon, décharger et cetera. En fait, on s'est dit: on a ça en nous, on est capable de le faire. Travailler, ça nous fait pas peur. La boulangerie, c'est un métier qui est très dur, mais c'est un très beau métier et on savait que on était capable de le faire. Voilà. Ouais, On c'est savait ça. pas si on allait réussir, mais on savait qu'on était capable de le faire et qu'on était capable de le faire ensemble. On dit souvent dans l'entrepreneuriat, pour te former, fais des choses qui ne scalent pas, et c'est exactement ce que vous aviez fait, que vous aviez appris à la dure, et c'est comme ça que tu apprends, quoi, en fait. Si Ouais, ouais. tu montes un SaaS comme ça, seul dans ta chambre, enfin, tu vas pas forcément voir toute la complexité de la chaîne, tu vois, ou de la logistique et tout ça, quoi. Ouais, est-ce qu'au début, quand tu te lances, du coup, tu as déjà cette vision à long terme de te dire: «Je vais, scale, je vais prendre plein de boulangeries et je vais monter, un Ouais. empire de boulangerie», quoi? Alors un empire, non, mais on avait déjà cette ambition OK, de monter plusieurs boulangeries. OK, Clairement, voilà, on a quand même un profil, business avec mon frère et donc on savait qu'on voulait monter plusieurs boulangeries. On avait en tête, voilà, entre 5 et 10, clairement et puis on a travaillé la première année. C'était, moi je me rappelle, je vivais, on avait récupéré un appartement ouais, qui était, dans le bail de la boulangerie. Donc OK, moi, je dormais au-dessus, et en fait, on vivait boulangerie du matin au soir. C'est-à-dire que démarrait à 3 4 heures du matin OK. et on finissait le soir à 21h30, le temps de faire les caisses, ranger, nettoyer. C'était dingue, Mais c'était ça ressemble dingue. à quoi? Donc à 3-4 heures, tu te lèves, tu descends de ton appart, tu vas, quoi, en cuisine, tu commences à Ouais, c'est préparer ça, tes baguettes et tout exactement. ça? Je commençais à préparer. Moi, je faisais la pâtisserie. Mon frère, il faisait la boulangerie. OK. Donc Vous étiez juste tous ça les 2 du coup? alors on était tous les 2. On avait un pâtissier à Ouais, l'époque, on a recruté un boulanger, ouais, et on avait une personne au sandwich. OK. Voilà, donc on était vraiment très peu nombreux. On était en sous-effectif par rapport à l'équipe précédente Mmh. et je me rappelle, on a ouvert le 29 juillet 2013 et nos prédécesseurs nous avaient dit: «Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous former parce que le mois d'août, c'est très calme». Ouais. Parce que manque de peau, nous, on est resté ouvert le mois d'août et on était la seule boulangerie du quartier ouverte. Et le gars, il savait pas que les autres, boulangeries, elles fermaient Fermée. en août? Non, Et en fait, ils ouais, savaient pas qu'elles étaient fermées OK, et donc on s'est fait déchirer. On OK. avait des étoiles le soir quand on fermait la boutique parce qu'on avait la tête qui tournait. C'était lunaire et donc bien évidemment, on n'était pas prêt pour, absorber autant de quantité. Ouais, Il ouais. y avait des queues énormes, on n'avait pas assez de personnel en vente. On faisait la vente tous les 2. Mon frère l'après-midi, il faisait le pain. Dès qu'il y avait trop de monde, il Putain, venait, il donnait un coup de main. C'était fou, il faisait 30 degrés, 40 degrés dans la boutique avec, le fournil. C'était dingue, c'était incroyable. vraiment dingue. Le premier mois, le baptême du feu, ça a été on a failli voler en éclats. OK, Vraiment, on a failli voler en éclats. Je pense que si on n'avait pas été tous les 2, on aurait volé en éclats. OK. Et alors là, ça a été on s'est coupé de la vie sociale, Ouais, clairement. ouais. On était boulangerie, 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 ouvert 6 jours sur 7, jour de repos le jeudi. Le jeudi, il fallait faire toutes les caisses en retard, la compta, fallait faire, les achats. Ouais. Ouais, la gestion des C'était stocks, tout ça, quoi. dingue, Ouais. c'était juste dingue. Première année, on est en boulangerie, je perds 10 kilos.
Ah ouais. Je m'en souviens, je perds 10 kilos. Mes parents, ils étaient inquiets, ils venaient nous voir. Le dimanche, ils Alors que tu venaient nous bouffais, voir. tu devais quand même pas mal Bah, bouffer, on non? mangeait, en fait, Ouais, on mangeait tous les produits de la boulangerie, ouais. heu, mais mais en fait, on enfin voilà, on Un transpirait stress, tellement, ouais, le ouais, stress, ouais. c'était tellement intense et je me rappelle, mes copains venaient me voir à la boulangerie pour me parler et mes parents venaient me voir le dimanche après-midi, venaient nous voir le dimanche après-midi parce qu'ils nous voyaient plus du tout OK. et donc ils venaient le dimanche après-midi, c'était plus calme et donc ils se posaient et voilà, on partageait avec eux notre quotidien donc ça a été super violent la première année. On n'a pas sorti la tête de l'eau et au bout d'1 an, on a commencé à se staffer, à avoir des gens, voilà, qui restaient, qui commen la mayonnaise commençait à prendre et en fait, on a eu une opportunité de reprendre une boulangerie qui était, à 2 doigts du dépôt de bilan et qui avait un super emplacement, justement d'une franchise. OK. Justement d'une boulangerie qui s'était développée en franchise, qui existe plus maintenant. Hem Et vous l'avez repris sans le deal avec le franchiseur, quoi, c'est ça? Exactement, OK. ouais. En fait, c'était eux le franchiseur. Ah OK. C'est-à-dire qu'ils avaient ouvert c'était les financiers qui avaient ouvert un réseau de boulangeries et qui le développaient en franchise. D'accord. D'accord? Et en fait, ça a pas pris. C'était à Paris, c'était pas du tout assez qualitatif pour, l'offre, parisienne, pour le marché parisien et donc on a repris, elle était super bien placée cette boulangerie, elle était à la sortie d'un métro, en angle, énorme. OK. Ils avaient du matos flambant neuf parce qu'ils avaient ouvert, 2 ans avant. Et nous, on a l'occasion de reprendre, heu et on se dit: «Faut y aller». OK, donc à peine 1 an et demi après le début de l'aventure, vous êtes méga chaud et vous reprenez du coup une deuxième boulangerie. Les Yes. les les banques vous suivent là-dessus pour, faire un remettre de la dette, Bah, quoi? en fait, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que là, pour le coup, ça allait être une formalité parce qu'on avait déjà fait un premier bilan, que l'activité se portait bien, qu'on arrivait à développer, la première boulangerie qu'on avait rachetée. Il faut savoir, en fait, que la négo avec, la deuxième boulangerie, c'est pas du tout la même chose que sur la première. Ça met beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de moments où on se dit: «Ça va pas se faire». Et finalement, au moment où on se dit: «OK, c'est bon, on signe le compromis de vente», ça devait être une formalité pour les banques. Pour nous, c'était une formalité. Et pour comprendre juste, enfin, sur ta première année, tu fais à peu près quel chiffre d'affaires et On quelle fait on marge? fait 700, un peu plus de 700 000 €. Donc déjà mieux que Ouais, ce qu'ils faisaient avant, quoi, ouais, OK. déjà mieux que ce qu'ils faisaient avant, et je pense qu'on devait faire dans les 120 000 ou 130 000 Ah € ouais, c'est beau. de 120 000 résultats. de marge une fois que Ouais, vous êtes payés tous, quoi. ouais, OK. exactement. Alors on se payait très, très peu, Ouais, encore, parce que justement on voulait, garder, pas mal de trésorerie dans l'hypothèse où on aurait l'occasion de reprendre une nouvelle affaire. OK. Et donc à ce moment-là, on vraiment on se dit: «Ça va être une formalité, banque» et là, douche froide, toutes les banques nous disent non. Ah ouais. Nous disent, «Bah, l'affaire, elle est» parce qu'en fait, l'affaire perdait de l'argent, donc les bilans étaient pas bons de l'affaire qu'on reprenait et parce qu'ils trouvaient que c'était une grosse affaire. Alors je crois qu'elle faisait 700 000 € de chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires ne faisait que baisser de D'accord. cette, entreprise et Donc c'était quand pas nous tellement vous, ni l'idée de racheter un business, c'était ce business-là, ils étaient pas chauds? Ouais, ils OK. étaient pas chauds, alors que pour nous, c'était une évidence, en fait. C'est-à-dire que l'emplacement était incroyable, la boulangerie était énorme, avec énormément de linéaires de produits et on savait qu'on allait cartonner dans cette Et vous boulangerie. saviez pourquoi eux, ils foiraient, Ouais, quoi? bah, je C'était le savais, produit, c'était quoi? le produit, le Ouais. service. OK, C'était nul, c'était pas géré, OK, c'était, les produits, c'était du surgelé, le pain était pas bon, enfin voilà, ils ouais, avaient que l'emplacement. En fait, ils faisaient 700 000 sur leur emplacement, OK, clairement. OK. Hem et nous, on s'est dit: «Bah, on va mettre les produits Ernest et Valentin, qui sont de meilleure qualité. On va avoir, voilà, du personnel plus souriant», et en fait, les banques ne nous suivent pas. Ah, Alors là, c'est la douche froide. tu rappelles le poteau du Mais CIC? ouais, alors, le CIC nous suit pas. OK, Ils nous disent, «C'est trop gros», nous, on a déjà un engagement assez important chez eux, et finalement, on trouve, grâce à un broker, hem, la possibilité de scinder le crédit en 2 banques. OK, Voilà. Donc là-dessus, le CIC nous suit. Donc ils prennent une partie du crédit et on trouve une autre banque qui s'appelle Fiducial, OK, Fiducial Bank, qui nous prête à un taux beaucoup plus élevé. OK, Mais on dit d'accord parce qu'en fait, c'était le seul moyen, d'aller au bout de cette affaire. OK. Et là, on signe, je me souviens très bien, c'était rocambolesque parce que, vraiment la boîte était à quelques jours du dépôt de bilan. À quelques jours du dépôt de bilan,
on reprend toutes les équipes à l'intérieur qui étaient, totalement rincées de, l'expérience qu'ils avaient eue avec le prédécesseur Ouais. et nous, on se dit: «Allez, c'est parti, il faut relancer la machine». Et du coup, quand tu rachètes une boîte qui est au bord du dépôt de bilan, tu as un gros discount sur le rachat parce qu'eux, ils veulent absolument vendre, quoi, ou? Exactement, en fait, Ouais, on a réussi à avoir plusieurs discounts, OK, parce que, bah, sinon, en fait, c'était soit ils avaient ce que nous, on leur proposait, soit sinon ils avaient zéro. OK. Parce qu'on était vraiment très, très proche de la liquidation, dans leur cas. Et l'ordre de grandeur du discount, tu disais, c'est une fois le chiffre d'affaires normalement, donc là, pour une boîte qui faisait 704 CA, Ouais, c'est alors quoi? Tu l'as eu à 50% du non, CA on ou n'a pas eu à même pas quand même, quoi? 50, mais on a renégocié, et on l'a payé moins de une fois le CA, OK, clairement. OK. Et là, dès le premier jour, on 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 avait déjà, centralisé la pâtisserie dans notre première boulangerie du 12e et donc on livrait, heu, en camion, frigorifique les pâtisseries dans notre deuxième boulangerie. D'accord. Et donc là, tout de suite, en fait, les gens ont vu le changement de qualité. Ah ouais. On a changé, le meunier, on a changé les process de travail, les recettes et tout de suite, on a appliqué, ce qui faisait le succès de notre première boulangerie à notre deuxième boulangerie et là, ça a été immédiat. Ah bah, Ouais. parfois ça peut prendre un peu de temps. Nous, ça a été immédiat, on a fait le changement d'enseigne. Je m'en souviens à l'époque, on avait juste mis un panneau Ernest et Valentin devant avec, changement de propriétaire et dès le premier mois, je crois qu'on fait plus 20. Ouais, ça. Voilà, c'est D'où genre, enfin, c'est CQFD par rapport à ce que tu expliquais sur l'emplacement. C'est en fait, là, si tu avais un bon produit, les gens vont te découvrir parce que de toute manière, exactement, ils les viennent, gens c'est passent devant. pratique, tu es à côté Les du gens passent métro. devant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, OK. ils sortent du métro, ils voient, on est la première boulangerie quand tu sors. Donc en fait, si on fait de la qualité, on savait que si on arrivait à faire de la qualité dans cette deuxième boulangerie, ça allait décoller et ça a pas manqué. Très rapidement, le chiffre d'affaires a beaucoup progressé, et ça a été une très belle réussite, cette reprise. Dans le même temps, on passe dans l'émission d'M6, à la recherche de la meilleure boulangerie OK. de France. OK. Et là, on va très loin dans cette aventure avec mon frère, puisqu'on arrive en finale nationale, donc on gagne l'Île-de-France. Donc ça nous permet de faire plusieurs passages télé et là, c'est la folie. OK. Là, les gens, viennent, Ah ouais. viennent de très loin pour le coup, même de province, pour venir à Paris, pour acheter, notre produit signature qu'on avait présenté pendant l'émission qui est le flan grand-mère, qui est un flan à la vanille bourbon très crémeux et on a un succès, énorme dans les 2 boutiques là, à ce moment-là. Et ça nous permet de faire une très grosse accélération du chiffre d'affaires. OK, mais c'est incroyable, d'accord. Donc vous commencez à avoir des produits un peu premium. Et ça, c'est fou. Il y a des gens qui viennent, ouais, qui viennent à Paris pour ça, quoi. C'est Exactement. OK. Ah ouais, non, c'est dingue. Les gens veulent se prendre en photo avec nous, vraiment là, à ce moment-là, c'est la folie. Les équipes sont super motivées, on est vraiment OK. dans un peu tous dans ce bateau-là, qu'on on se fait emporter par une vague Tu et rappelles les profs qui se foutaient de ta gueule, non, là, je les ça rappelle fait pas. non? OK, Non, d'accord. OK. pas besoin, mais du coup, les mêmes profs, bah, nous envoient des messages pour nous féliciter, donc OK. c'est vraiment super chouette, et là, on se dit: «OK, en fait, on a développé un vrai savoir-faire, chez Ernest et Valentin et on pense qu'on va être capable de répliquer ça, dans plusieurs boulangeries, en Île-de-France». OK. Donc, bon, j'accélère un peu dans le temps, mais du coup, tu vas monter ton réseau de boulangeries à combien de boulangeries? À quel chiffre d'affaires? À quel, Ouais, écoute, moi, quand je pars, on est, parce que moi, je quitte l'aventure fin 2020, d'accord, et on a 7 boulangeries à ce moment-là. OK, Donc, voilà, entre 2013 et 2020, 7 boulangeries, une boulangerie par an. ouais. Donc à Heu, peu près 5 millions de CA, j'imagine, un un peu truc comme ça? plus, on Ah, fait, plus, OK, d'accord. plutôt, 7 et OK, demi donc ah ouais, donc CA. vous faites des gros CA sur Voilà, chaque boulangerie, quoi. OK. exactement, ouais, ouais, on développe bien, en fait, chacune des boulangeries qu'on rachète, on développe. On se met à faire des créations, donc on OK. rachète des fonds de commerce qui sont, pas des boulangeries, on les transforme en boulangeries. Et moi, à ce moment-là, j'avais un projet de m'installer à l'étranger avec ma femme et OK. mes enfants, parce qu'à ce moment-là, je suis marié, j'ai 2 enfants pendant cet intervalle de 7 ans et donc je revends, une partie de mes actions dans Ernest et Valentin à ce moment-là. À Et ton mon frère, du coup, qui te rachète alors ou à un autre non, associé qui rentre? à d'autres OK. investisseurs, OK. heu et mon frère, lui, reste, dans l'aventure, OK. continuer le développement. En fait, je voyais que c'était très compliqué pour moi, c'est un métier très opérationnel, donc c'était assez difficile de mêler, voilà, mon métier de boulanger tout en vivant à l'étranger, c'était juste pas réalisable. Mmh. Donc j'ai préféré, sortir, en partie du capital et de passer le flambeau à mon frère qui lui,
depuis, gère le réseau qui existe toujours et qu'il a continué à bien développer, puisqu'aujourd'hui, il y a 17 boulangeries à Ernest-et-Valentin. Ah ouais, OK. Ah ouais, donc c'est devenu, énorme, quoi. Ouais, c'est devenu assez gros, c'est une OK. belle PME. Lui, il a pas mal pris que tu quittes le truc, il comprenait que c'était pour des Mmh, raisons perso, tout ça? ouais, Enfin voilà, c'est pas, exactement. En OK. fait, il a fallu qu'on s'organise, donc ça a pris quelques mois, en fait, entre le moment où il y a eu la décision et le moment où je quitte vraiment, il se passe quasiment un an. Donc ça nous a permis aussi de staffer en conséquence, de revoir un peu les process, parce que, bah, il y avait 2 têtes pensantes, il allait en avoir plus qu'une seule. Donc il a fallu faire quelques ajustements, mais globalement, la transition s'est bien passée et la preuve en est, il a continué à faire un très gros développement par la suite. OK, donc 2020, tu quittes ce business-là, pour partir à l'étranger. Bon timing, juste avant le covid, tu bien. Ouais, je suis Heu, pendant le covid, hein. Pendant le covid, OK, Ouais, là, déjà, on est OK. pendant le covid, là, en OK 2020. et du coup, ça va être quoi le business d'après dans lequel, tu te lances? Alors à ce moment-là, je fais une petite pause, vraiment. Enfin, je pensais prendre quelques mois un peu off, parce que j'avais bien charbonné. Je m'étais Ouais, dit, ouais. «Je vais profiter». J'avais des enfants en bas âge, et en fait, assez rapidement, je me relance dans un nouveau projet, Ouais, qui venait de démarrer, d'un copain à moi qui avait investi dedans et qui me dit: «Écoute, moi j'ai investi pas mal d'argent dans ce projet-là, atelier d'horlogerie». Moi j'aimais bien les montres, déjà, mais je j'étais pas un expert, non plus du secteur, donc pareil, je ouais. je commence à me former un peu, sur le tas, dans l'horlogerie. Il y avait une trend de montres à ce Ouais, moment-là, il y avait non? une très Ouais, grosse ouais, trend. ouais. Pendant le covid, c'est l'explosion, le prix des montres, explose, tout le monde veut avoir des montres, parce que ça prend de la valeur, Ça prend de la valeur, c'est ça, c'est vraiment une classe d'actifs à part entière. Si tu exactement. arrives à avoir une montre au marché primaire, tu peux la revendre beaucoup plus cher au marché Beaucoup plus secondaire, cher, ouais. 2, 3 fois, 4 fois le prix, sur Mmh. certains modèles. Donc il y a vraiment une hype énorme, sur le marché de l'horlogerie, et donc lui, il monte un atelier d'horlogerie qui fait un peu de customisation horlogère, en Suisse, et donc à ce moment-là, il me dit: «Bah, tu peux, prendre la partie commerciale, tu t'associes, tu achètes des parts». J'avais un peu de capital, et donc je me lance dans cette aventure parce que finalement ça me plaît. C'est Ouais. un domaine, voilà, c'est un secteur qui me plaît beaucoup. On est sur du très haut de gamme, voilà, et donc je me lance là-dedans, et je commence à gérer un peu la partie commerciale, et financière de cette société-là. OK. Et donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à investir un petit peu du coup? Exactement. Vas-y. Ouais, ouais, en parallèle, j'investis, pas mal d'argent, en tant que business angel. Les amis, avant de passer à la suite du parcours de Bradley et comment il va devenir business angel, j'aimerais prendre un petit moment pour vous présenter le partenaire de cette vidéo, Fundora. Fundora, c'est la seule plateforme en France qui vous permet d'investir dans des fonds de private equity à partir de 100 euros et de bénéficier des mêmes liquidités préférentielles que ces fonds. Et ça, c'est incroyable. Ils sont très transparents sur leurs frais. Ils prennent des frais de 2-3% à l'entrée et 1,5% par an, mais ils prennent aucune rétrocession des fonds dans lesquels ils investissent. Et du coup, ils sont impartiaux dans les fonds qu'ils vont choisir. Avec la remontée des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels, qui étaient les investisseurs classiques du private equity, se tournent vers d'autres classes d'actifs, des obligations par exemple. Et donc, les fonds de private equity ont besoin de cette démocratisation et de se tourner vers le retail. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va continuer à assister à cette démocratisation dans les prochaines années. Toujours à cause de cette remontée des taux, les startups sont revenues à des valorisations beaucoup plus saines que c'était le cas il y a 5-10 ans. On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus sur le private equity, je vous ai mis un lien en description vers un webinaire gratuit qui aura lieu le 4 juin à 19h et qui sera donc animé par Bradley. Sur ce, les amis, je vous laisse reprendre l'épisode. En fait, quand tu vends ta boîte, très rapidement, quand tu es entrepreneur, tu te dis: «Bah, je vais investir dans d'autres entrepreneurs». En fait, c'est ça qui t'anime. Tu as envie d'investir dans l'économie réelle. Tu investis en early stage parce que, enfin, très tôt dans l'aventure, parce que justement, tu as envie de voir le projet au tout début et voir comment tu peux aussi apporter ta pierre à l'édifice avec ton expérience, passée, comment tu peux conseiller les entrepreneurs qui se lancent, leur éviter, certaines, embûches dans leur Hmm. parcours. Et donc, je me mets très rapidement à déployer de l'argent, dans des startups. D'accord, donc t'es pas juste un investisseur passif qui met sa thune en se disant bon, j'espère faire du rendement dessus. C'est vraiment, il y a aussi le côté accompagnement, mentorat de ces entrepreneurs, quoi. Alors mentorat, pas exactement, mais en tout cas accompagnement, j'échange, on reçoit des reportings, on rebondit un peu là-dessus. Il y a quelques boîtes, dans lesquelles je prends une place au board. Donc, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, on se réunit avec, les gérants de l'entreprise. Et je trouve ça intéressant, d'accompagner,
ces jeunes entrepreneurs, parce que souvent ils sont assez jeunes, et de, potentiellement leur, faire bénéficier de, l'expertise que j'ai pu développer en montant mes 3 précédentes boîtes. Donc tu vas devenir ce qu'on appelle un business angel. Tu mets des tickets de l'ordre de combien à ce moment-là? Alors moi, je mets des tickets relativement élevés, OK. je pense à plus élevé que la moyenne, C c'est entre, 50 et 200 000 euros. Ça, c'est les tiens? Ouais, ça Et c'est la les moyenne miens. des business angels, c'est quoi normalement? Je l'ai pas pour OK. être honnête, mais je pense qu'on est C'est plutôt aux plutôt des alentours de 25-50 quoi, non? ouais, moins je pense, je Ah ouais, même dirais moins, moins, ouais, ouais, c'est je ça, OK, pense plutôt OK. entre 10 et 20. Ouais, ouais, OK. Heu et j'y prends beaucoup de plaisir au début. Je monte aussi un club d'investissement avec des copains, qui, ont un peu d'argent et qui ont envie d'investir, dans les startups. Donc finalement, moi, j'investis, en perso et je fais aussi des investissements avec ce club deal, D'accord. ce club d'investissement que j'ai monté avec un copain à moi. On est 10 investisseurs et donc ça nous permet de diversifier, en prenant des participations dans plusieurs sociétés. Parce que c'est très important de le dire là pour les gens qui nous écoutent que si vous souhaitez investir en direct dans des startups, très important de le faire à grande échelle et d'investir, pas nécessairement des tickets aussi élevés que ceux que je vous ai mentionnés, mais de le faire dans beaucoup, beaucoup de sociétés, Ouais. parce qu'il y a un taux de casse qui est très élevé. On a reçu, Jean de la Roche-Brochard, sur ce podcast, voilà, dans un autre épisode si ça vous intéresse et qui parle de cette stratégie de spread and pray. Ouais, Voilà, donc d'être dans plein, plein de secteurs, d'être assez diversifié et prier pour qu'il y en ait une qui fasse, fois 1000, voilà, sur ta voilà, liste, quoi. exactement. Et OK, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ton processus d'investissement ou de recherche, des startups? Comment tu fonctionnes? Alors, bah, comme la première fois quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai fait, toutes les erreurs, Ouais, de ce qu'il ne faut pas faire, quand tu te lances, dans l'activité de business angel. C'est-à-dire que j'ai investi, que dans les secteurs que je ne connaissais pas. Voilà. OK. En me disant, «Je suis curieux, je vais apprendre», mais au final, c'est assez difficile de se rendre compte si, le fondateur, que vous avez en face de vous, vous raconte des cracks ou pas. Mmh. Parce qu'il peut être très bon commercial, vous dire que sa solution, elle est merveilleuse, qu'il a un super product market fit, mais c'est difficile de, faire sa propre, due diligence, d'analyser vraiment la qualité du produit, notamment quand c'est des boîtes tech. Moi, je suis pas, je viens pas de ce milieu-là, donc c'est difficile. Donc c'est bien d'être accompagné si, vous avez des gens qui sont dans ce secteur-là, de, pouvoir leur poser des questions pour les challenger. En fait, ce qu'il faut au maximum, c'est essayer de challenger ce que vous disent, ces entrepreneurs-là, qui eux vont vouloir que vous investissiez. Donc ils vont vous présenter, la mariée, Mmh. très bien maquillée avec une très jolie robe. Mais ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous, sous le capot pour s'assurer que ce qu'il dit, c'est la réalité. C'est une compétence que tu as acquis avec le temps. Maintenant, tu sais quand un entrepreneur te bullshit? Enfin, en tout cas, tu as plus d'armes qu'avant, tu dirais? J'aimerais pouvoir dire que je le sais Ouais. et donc ça voudrait dire que je fais que les bons investissements, mais c'est pas le cas. Tu es moins candide qu'avant, quoi, Mais je suis j'imagine. moins candide qu'avant, donc Ouais. je vais quand même plus essayer de les challenger maintenant. Déjà, là, j'ai un peu plus d'expertise sur, un certain nombre de secteurs, parce qu'au fur et à mesure, je me suis quand même intéressé, aux différents secteurs des sociétés dans lesquelles j'ai investi et donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus à même. Après, je le redis, hein, mais voilà, l'investissement, en private equity et notamment dans les startups, comporte des risques, hein, de perte en capital et donc Mmh mh. et c'est un risque qui est non négligeable donc clairement, quand vous investissez dans des boîtes en capital risque, ça Mmh. s'appelle le capital risque, hein, l'investissement, dans des startups, c'est pas pour rien. On appelle ça le capital risque, c'est qu'il y a une vraie notion de risque à prendre en compte, C'est un des investissements les plus risqués qui soient, clairement. on le répète, hein, encore plus risqué bien sûr que, la bourse, les marchés actions et tout ça, c'est quand même des grosses boîtes qui ont des business Exactement. établis. C'est des sociétés qui Voilà, sont moins matures, qui sont ouais. au début de l'aventure et c'est normal qu'il y ait un taux de casse qui soit plus important que quand vous investissez pardon, dans une société qui est cotée en bourse, qui a, des dizaines, voire des centaines, voire des milliards de chiffres d'affaires. Il existe aussi un risque à investir en bourse, bien évidemment, mais c'est un risque qui est, plus faible, que celui de l'investissement dans les startups. Toi, tu as investi combien au total, pendant cette période-là? Et est-ce que tu as réussi à être rentable? Sachant que bon,
je le rappelle pour la communauté qui ont pas vu les épisodes, qu'on a pu faire, par exemple avec un Guillaume Moubèche, allez voir. Mais 2021, on est sur une des pires périodes pour investir. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, sont très bas, donc il y a de l'argent un peu, facile. Donc les startups, lèvent des fonds à des valos qui sont un peu déconnantes et donc après il y a le reality check qui arrive. Donc bon, tu as fait des investissements un peu enfin, en tout Au cas de pic. manière, un peu Ah, au pic, quoi. clairement, j'ai fait les Ouais, investissements au pic. Après je suis toujours rentré quand même dans des boîtes dont les valos étaient relativement raisonnables, voilà. Mais effectivement, on était dans une période où c'était l'euphorie totale. ouais, Tu avec un deck, tu pas de produit, tu rien du tout et tu disais: «Bah, ma boîte, elle vaut, 15 000 000 €». OK, c'est comme ça. Je lève, 1,5 million pour, 10 du capital et ils levaient. En fait, ils avaient pas de difficulté à lever donc à leur place, pourquoi pas? ouais, Finalement, ouais. si on peut dire que sa boîte, elle vaut 15 millions et que des investisseurs sont OK pour mettre au capital sur cette valorisation, pourquoi s'en priver? Et donc, comme tu le dis très bien, il y a eu un peu un reality check à un moment donné où, les marchés actions ont commencé à dévisser, et ça rejaillit sur, le marché des startups notamment. Parce que je dirais que c'est surtout ce marché-là sur lequel il y a eu un gros impact avec une grosse baisse des valorisations. Les marchés du private equity qui étaient plus matures ont eu, voilà, une baisse des valorisations et qui a été quand même beaucoup plus, faible. Mmh. Et à ce moment-là, donc moi, j'investis, en 5 ans, j'ai investi 1,5 million €1,5 million. OK, Ouais, 1,5 million j'investis, sur la période, 2000 fin 2019, 2025. d'accord. Principalement sur les sociétés en France. OK. Hem, Tu arrives à gagner de l'argent sur ces alors investissements? j'arrive à gagner de l'argent. Après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement qui est long, Qui qui est se fait très dans long, la ouais, ça. durée. Peut-être tu le sais pas encore, quoi. Ça, je Ouais, le sais pas encore. Je le sais, mais j'en ai pas conscience. C'est-à-dire que je d'accord, le sais, mais j'en ai pas conscience. Quand je dis ça, c'est que, je le réalise pas vraiment. Je le sais, mais je le réalise pas. d'accord. Et donc maintenant Quand je tu le réalises pas, c'est-à-dire tu le cash in pas, quoi. C'est-à-dire voilà, c'est potentiellement, tu te dis a priori ça a pris une bonne valeur et tout ça sur les derniers tours de table, mais tu l'as pas sorti, mais OK. tu l'as pas sorti. Donc ça, Parce que c'est tu peux pas ou parce que tu le veux pas, c'est de l'argent dont tu as alors pas parce que besoin, tu tu le veux? peux pas. Tu peux pas, OK. Tu le peux pas parce que sur le marché français, il y a très peu de ce qu'on appelle de secondaire. C'est-à-dire, il Ouais. y a très peu la possibilité de revendre tes actions existantes à un autre actionnaire qui viendrait racheter tes actions. Alors peut-être explique-nous ça, c'est quoi un peu les événements de liquidité quand tu investis, comme ça en business angel? À quel moment tu as une occasion de pouvoir récupérer, ton argent, quoi? Alors, tu as plusieurs occasions, mais faut que la société soit déjà à un stade assez avancé. Mmh. En fait, tu vas avoir des levées de fonds. Heu, Très rapidement, tu as le pré-seed. Généralement, c'est avant même d'avoir des revenus, du chiffre d'affaires. Tu as une idée, tu commences à monter une équipe, tu as, un deck de présentation, et là, tu vas avoir des investisseurs pour, vraiment démarrer les premiers mois de l'activité. D'accord. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le seed. Donc là, tu commences à avoir potentiellement un ou 2 clients, où tu commences à arriver au bout de ta solution, tech, à avoir développé ça. Et puis ensuite, tu as ce qu'on appelle la série A, où là, tu commences à faire du chiffre d'affaires, de la RR, tu, as une équipe, tu as quelques clients. Puis ensuite, tu as la série B, la série C, la série D, E. Donc là, bah, plus tu avances dans les lettres, de l'alphabet et plus ta société prend de la valeur, a du chiffre d'affaires, a, des équipes constituées, a, une base de clients solide. OK? D'accord, Globalement, en France, avant la série B, c'est très, très compliqué d'avoir de la liquidité, d'accord. voire même série C. D'accord? OK. Donc, soit les événements de liquidité, c'est quoi? Il y en a pas 50 000, hein, c'est, soit, le rachat de la société par, un concurrent, un fonds d'investissement et donc à ce moment-là, il y a un rachat de 100 du capital ou d'une majorité du capital et donc on rachète tes actions. D'accord. Soit une introduction en bourse. En France, il y en a très, Ouais. très peu, donc on on va se faire gagner du temps, il y a quasiment pas d'introduction en bourse sur les boîtes tech en France. Ou alors ce qu'on appelle le secondaire, D'accord. c'est-à-dire la possibilité de revendre à un autre actionnaire tes parts. Sauf que le secondaire, ça doit se créer. C'est-à-dire que c'est pas, «Je veux vendre» et donc automatiquement tu trouves un acheteur. Faut aller mettre ses actions sur le marché, il faut se faire accompagner de banques, il faut que les montants soient suffisamment significatifs pour qu'un banquier d'affaires, soit intéressé à proposer tes titres, à la vente. Parce que lui, il va prendre une com sur la Exactement, parce que pré-vente, ouais. s'il a pas assez de commission dessus,
en fait, ça l'intéresse pas. Donc ça reste quand même un marché qui est très faible. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé, dans d'autres régions du monde, c'est beaucoup plus développé, mais clairement en France, le marché du secondaire, il est très, très, très réduit. Juste un point que j'aimerais que tu développes un petit peu, parce que je pense qu'on a pas mal parlé, dans le talk show, on n'a jamais vraiment précisé pourquoi. Pourquoi le marché des IPO, des introductions en bourse, des boîtes de tech en France est complètement bouché, quoi? Pourquoi il y a très peu de chances que tu rentres en bourse, si tu une boîte de tech en France? Alors, si tu veux ma raison, je ne sais Ouais, pas si c'est la raison qui sera donnée par d'autres, mais moi, ma raison, c'est que je pense qu'il y a une très forte décorrélation entre la valorisation qui existe de ces startups sur le marché non coté, par rapport à la valorisation qu'elles obtiendraient si elles étaient cotées en bourse. d'accord. Donc les Voilà, valos, non cotés sont beaucoup trop gonflés, quoi, ça que tu dirais, quoi? exactement. OK, d'accord. Moi, je dirais que dans la tech, c'est un des problèmes, majeurs de la tech en France. Et Voilà. c'est pas le cas aux US? Et je pense que c'est pas le cas aux US ou dans d'autres régions, où il y a une, forte proportion de sociétés tech. D'accord. On est beaucoup plus dans la réalité, en fait, des valorisations sur le marché non coté par rapport à ce qu'elles pourraient obtenir. Deuxième point, c'est qu'effectivement, le marché boursier français, donc, Euronext, c'est un marché sur lequel qui est quand même assez difficile par rapport au Nasdaq aux États-Unis et il y a très peu de sociétés françaises qui ont accès au Nasdaq. Parce que quand tu t'introduis en bourse, c'est aussi un moyen de te faire connaître du grand public, Ouais, donc de ramener des clients et cetera et donc le fait, quand tu es sur un marché européen, d'aller aux États-Unis, ça pas a pas forc beaucoup de sens, quoi. ça a pas beaucoup de sens. D'accord. Donc aujourd'hui, on a quelques très belles, sociétés, Conto, Doctolib, ce genre Mmh. de boîtes qui pourraient prétendre à une introduction en bourse, Ouais. qui se ferait très certainement sur, Euronext parce que aux États-Unis, bah, c'est des boîtes françaises ou Mmh. européennes et donc elles n'auraient pas nécessairement d'intérêt à aller se coter au Nasdaq. Criteo l'a fait, non, si je dis pas de Criteo conneries? l'a Ouais. fait. Ouais, mais Criteo l'a fait parce que, c'est une boîte qui est aussi rapidement partie aux Ouais, c'est États-Unis et ça. donc il y avait un gros marché là-bas. Je pense que si tu as un gros marché aux États-Unis, c'est intéressant d'aller se coter au Nasdaq. C'est un marché qui est beaucoup plus liquide, un vrai marché de la tech et aujourd'hui, on n'a pas trop ce marché boursier, très tech en Europe. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, qui a pu t'arriver sur, les différents investissements que tu as pu faire en tant que business angel? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai une anecdote, que j'aime bien raconter parce que c'est cette, mauvaise histoire OK, qui m'a, fait créer, l'entreprise, que j'ai actuellement. En fait, j'ai investi très tôt dans une boîte sur une valo assez basse, 1,5 million ou 2 millions d'euros. La boîte se développe bien, elle lève une série A. Pendant cette série A, il y a un fonds qui rentre sur une valo à 20 OK, et sur la valo à 20, ils mettent, je sais plus si c'était 3 ou 4 millions d'euros, d'accord? d'accord. Et ils nous disent, enfin, ils marquent dans le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, c'est ce qui régit la vie de l'entreprise et les relations entre tous les investisseurs, les fondateurs, et tous les actionnaires de l'entreprise. Et donc là, ils négocient ce qu'on appelle une liquidité préférentielle. D'accord. Alors, je vais expliquer ce que c'est parce que c'est un terme qu'on n'entend pas souvent, mais qui est très important dans le monde du business angel. La liquidité préférentielle, c'est le fait pour un fonds de dire: «OK, moi je rentre sur une valo à 20 millions d'euros, je mets 3 millions d'euros, mais D'accord. par contre, je suis prioritaire sur le remboursement de mes 3 millions d'euros. C'est-à-dire que si demain la société, elle est vendue 3 millions d'euros, les 3 millions d'euros vont dans ma poche D'accord. Et les autres investisseurs arrivent après, quoi? et les autres investisseurs arrivent OK. après. En Donc en l'occurrence, l'occurrence, ils prendraient zéro, quoi? ils prendraient zéro. Si la boîte est vendue 5 millions, ils prennent 3 millions et il reste 2 millions à se partager pour tous les autres investisseurs. Et donc finalement, tu te retrouves dans une situation qui est totalement, absurde du Ouais, point de vue du business angel, c'est que lui, il est rentré au tout début. Il a pris tous les risques. ouais, Donc en échange de quoi, il a eu une valorisation inférieure. OK? ouais. Sauf que derrière, si la société n'est pas revendue à un certain prix, il repart potentiellement avec zéro ou il repart avec une perte. Alors que, dans l'exemple que je te donne, j'étais rentré à 2 millions d'euros, la boîte était vendue 6 millions d'euros, potentiellement j'aurais dû gagner de l'argent et en fait, j'en ai perdu. Ce qui est fou, c'est que, bon, tu es déjà rentré au capital, toi, donc tu es dans le pacte d'actionnaires. Ouais. Tu as pas ton mot à dire? C'est bilatéral, cette liquidité Alors, tu as préférentielle? pas ton mot à dire parce que même avec, 50 000 € ou 100 000 €, tu es extrêmement minoritaire au capital de la société. Ouais, OK. Donc
Donc tu peux D'accord, donner ton avis, tu vois? mais ça ne Ça sera entendu à hauteur de tes 1 de voix, quoi. OK, exactement. OK. Et donc si finalement les fondateurs, qui détiennent la majorité ou les actionnaires qui détiennent la majorité sont OK avec ça, parce que faut pas oublier, cette société, elle avait besoin de ces 3 millions d'euros pour continuer à se développer. Et donc à un moment donné, bah, c'était, les règles du jeu. Elles ont accepté les règles, sauf que c'était au détriment, des premiers actionnaires dont je faisais partie qui étaient rentrés au capital de la société. Donc là, il s'est passé quoi sur cette boîte-là? Toi, tu avais mis combien? Moi, j'avais mis 50 000 euros Tu as mis 50 000, les et je mecs suis sont reparti avec 20 000. OK, Et parce donc je que suis ouais. reparti avec 20 000 € à cause de cette liquidité préférentielle. En fait, à ce moment-là, je me dis: «OK, c'est super d'être business angel, mais à un moment donné, c'est bien aussi si on peut gagner de l'argent. On prend des risques, faut que ce risque-là, il soit, rémunéré». C'est classique juste que tu décris, il y a quasiment tout le temps des liquidités Ouais, c'est préférentielles quand très les gros fonds classique. arrivent Ouais, c'est très et donc classique. du coup, les business angels se font quasiment tout le temps niquer, quoi. Alors pas tout le temps, parce que si la société, Ils gagnent de s'était l'argent, vendue ouais. 50 millions, la Ouais. liquidité préférentielle ne s'appliquait pas et donc ils auraient gagné, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Pour le Mais fond et c'est la situation, excuse-moi, je suis un peu choqué de ce truc-là, mais elle est hyper confortable la situation. C'est-à-dire qu'à l'upside, bah, ils prennent autant d'upside que toi et au exactement. downside, eux, ils sont mais méga, méga protégés, quoi. Exactement, ils sont méga protégés et c'est pour cette raison-là que les valorisations ont été tirées par le Ouais. haut. Ah oui, moi, il y a pas de problème, j'investis en tant que Beh fonds, j'investis, j'investis puisque ouais, moi la valo, tu me dis c'est 20 millions, c'est super, mais demain tu me dis même c'est 50 millions. Bon, effectivement, il va falloir que je vende 100 ou 150 millions d'euros la boîte. Mais moi, si je te mets 5 millions sur une valo à 50 millions, si la boîte elle est vendue 20, pas de c'est pas problème. grave. Ouais, ouais. Tu vois? Donc au final, c'était plus un sujet les valorisations. Tu vois? Mais Mmh. on rentrait un peu dans, enfin, les fondateurs acceptaient ça en se disant, pour communiquer sur on a levé sur une valo à 50 millions, à 100 millions, à 200 millions. Sauf que à la fin, ces mêmes fondateurs qui ont pas réussi à avoir la croissance, souhaitée, bah, ils ont revendu leur boîte et ils sont repartis Mmh. avec zéro. Donc en fait, la valorisation réelle que le fonds a en tête, c'est un peu le montant que eux ils mettent. Donc si tu mets 20 sur une valo à 50, ils se disent: «Bon, tant que la boîte vaut plus de 20, je suis Moi, je bien, suis quoi». Ouais. sécurisé, Donc exactement. en fait, c'est presque ça la valo réelle qu'eux ont en tête, C'est quoi. exactement ça. Ah, c'est fou, C'est-à-dire OK. qu'à partir du moment où la boîte est revendue au moins sur le montant qu'eux, ils ont injecté, ils ont pas perdu d'argent. Alors, comme tout le monde, eux, ils ont envie d'en gagner de l'argent, mais c'est mieux de pas en perdre. Mmh. Ouais. Voilà, ça leur Ouais. permet de se dérisquer un petit peu. Après, il existe toujours un risque parce que c'est des boîtes qui peuvent disparaître. Si elles n'arrivent pas à relever un autre tour de financement, elles peuvent disparaître et le fonds, il fait zéro comme l'ensemble des actionnaires. Pour comprendre, l'envergure du problème, ça c'est un truc franco-français ou pas du tout? C'est comme ça Non, partout, c'est quoi? comme ça partout. OK. C'est OK. comme ça partout. Les liquides pref, c'est Mmh. vraiment un truc qui est ancré et notamment dans le venture capital. Et tu au début de toi, quand tu rentres en tant que business angel dans le pack d'actionnaires, les mecs te disent juste pour info, il pourrait y avoir des Non, non, tu le sais même non, pas, je quoi? sais même pas. En OK. fait, je l'apprends en fait, sur cet investissement-là parce que les packs d'actionnaires, ils sont très, très longs, c'est quand même très technique. Ça fait, 30, 40, 50 pages et donc bah, tu pas nécessairement accompagné d'un avocat, tu pas forcément envie de enfin, tu pas forcément tout lu, toutes les petites lignes et donc en fait, bah, c'est quand ils déclenchent leur liquide préférentiel que tu te dis: «Ah bon, il y avait une liquide préférentielle? Ah, Mmh. je savais pas». Donc tu l'apprends à tes dépens. OK, donc du coup, il t'arrive cette sale expérience. Qu'est-ce que tu vas te dire, par rapport à ça, quoi? Bah, là, très clairement, je me dis: «Faut que je change de braquet». Je suis pas du bon côté de la barrière. Ouais, Faut que je me mette de l'autre côté. Faut que j'aille investir, aux côtés des fonds, faut que j'aille investir dans les fonds. Parce que moi, en fait, j'ai de l'intérêt à investir dans l'économie réelle, mais je veux investir plus en direct ou moins en direct et plus de façon indirecte, donc en passant par des fonds qui, eux, vont investir dans ces sociétés-là avec ces conditions avantageuses. d'accord. Donc en termes de profil de risque, tu changes un peu parce que tu étais sur un profil de risque méga risqué, mais où tu pouvais faire des multiples très importants. Un fonds, il arrive un petit peu après, non, dans la bataille quand même? Tout à fait. OK, Alors, il y a des fonds qui font du seed. d'accord, Voilà, alors pas énormément en Europe, mais il y en a, il y en a de plus en plus, mais ils arrivent plutôt à partir de la série A, quoi, ou entre d'accord. le seed et la série A, et donc à ce moment-là, je je me dis: «OK, faut que je change, faut que je change, faut que j'aille investir dans un fonds» et donc je fais, ce que tout le monde aurait fait, c'est je prends mon téléphone et je commence à appeler, mon frère pour lui parler de ça et je lui dis: «Et tu pas dans tes anciens collègues, des gens qui pourraient me rencarder sur, des bons fonds de private equity?» Ouais, Il me donne le numéro d'un de ses anciens collègues qui lui est toujours en private equity et qui a investi dans des fonds.
qui fait D'accord. de l'activité de fonds dont je parlais tout à l'heure. Et il me donne le contact d'un fonds, qui est en l'occurrence pas un fonds de capital risque, donc qui a investi dans des boîtes, plus tard, c'était un fonds de ce qu'on appelle de buy-out, donc qui a c'est des fonds d'investissement qui rachètent des sociétés avec un levier bancaire, et ils rachètent des sociétés matures, profitables et ils utilisent les profits de la société pour rembourser le crédit qu'ils ont contracté. D'accord. Voilà, ce qui leur permet d'avoir un effet de levier un peu comme quand tu achètes un D'accord. appartement. Donc c'est les fameux fonds de LBO, quoi. OK. Voilà, les fameux fonds de LBO, exactement. Et donc, lui me donne, le nom d'un fonds. J'appelle pour parler au service, relations investisseurs. OK. Et donc là, je tombe sur quelqu'un, des relations investisseurs qui est surpris d'entendre un investisseur privé, au bout du fil. Et On je est la sens un on peu est en quelle hésitante. année là? Là, on est, début 2024, D'accord. OK. donc il y a presque un an et demi maintenant. OK. Et là, vraiment, elle est surprise, la dame que j'ai au téléphone, elle comprend pas trop. Heu et donc je commence à lui poser des questions, je lui dis: «Voilà, j'ai personne qui m'a recommandé votre fonds, il paraît que vous avez des bonnes performances, ça m'intéresserait de prendre rendez-vous pour, en savoir un peu plus, savoir un peu les stratégies sur lesquelles vous investissez, le type de société, vos performances», qu'on m'a dit qu'elles étaient bonnes, mais j'ai pas eu le détail de ces performances-là. Et là, je la sens assez hésitante à me répondre, très opaque. Oui, des réponses un peu convenues, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, elle m'arrête net, elle me dit: «Mais vous savez, monsieur, le ticket d'entrée, c'est 2 millions d'euros pour entrer dans notre fonds». OK. Alors là, c'est la douche froide, le coup de massue. Je me dis: 2 millions d'euros, mais j'ai pas 2 millions d'euros à investir, pour entrer dans un fonds. Et donc, bah, l'échange s'arrête net. Là, je raccroche et là, je suis un peu abasourdi. Je me dis: «Bon, bah, en fait, je vais devoir continuer à investir, en direct, dans les sociétés en tant que business angel». OK. Putain, donc c'est fou. OK, donc leurs clients, c'est que des institutionnels ou des, ultra high net worth, c'est-à-dire des gens qui ont un patrimoine, très, très élevé, quoi? C'est exactement ça. OK. Leurs clients, en fait, c'est des institutionnels, des family office, des grosses banques privées, ou alors des ultra high net worth, des gens qui ont des patrimoines, supérieurs à 10, 15, 20 millions d'euros. Donc comment tu fais, du coup? Tu gardes cette idée en tête de d'investir dans les fonds? C'est exactement ça. Au début, je me dis: «Je vais faire un peu ce que j'avais fait sur la partie startup, je vais essayer de monter un club d'investissement, avec les mêmes actionnaires, enfin les mêmes investisseurs que j'avais embarqués dans la première aventure. On va refaire un peu ça pour aller, investir dans des fonds». D'accord, pour, build up ce ticket de 2 millions et OK. Exactement. Et donc là, je commence à appeler les investisseurs de mon club d'investissement. Ils sont intéressés. Je vois qu'il y a de l'intérêt. Donc je me dis: «Bon, OK, il y a cette, alors c'était pas une demande à la base, mais en tout cas, il y a de l'attrait pour, investir dans un fonds de private equity». Et puis en fait, quelques jours plus tard, c'est marrant, mais quelques jours plus tard, je reçois un message sur LinkedIn, d'un mec qui s'appelait Alan, qui en OK, fait est devenu mon cofondateur. OK. Et lui, il avait une plateforme, d'investissement qui permettait de mettre en relation, des investisseurs business angels avec des porteurs de projets. Moi, il faut savoir que sur LinkedIn, j'ai été bien identifié comme étant un business angel, ce que je l'avais noté, et donc je recevais et j'étais très souvent sollicité avec, des decks de présentation pour, potentiellement investir dans leur boîte. Donc c'est comme ça que lui, il me contacte et je sais pas, je réponds au message, je lui laisse mon numéro de téléphone, je lui dis: «Bah, écoute, appelle-moi». D'accord. Et donc il m'appelle, 2-3 jours plus tard et je suis pas convaincu par le projet parce que je me dis, en fait, des plateformes de crowdfunding, il y en a plusieurs. Les projets qui sont proposés, c'est pas toujours les meilleurs, voilà. Mmh. Donc je suis pas convaincu, mais par contre, j'aime bien ce qu'il renvoie, la vie l'énergie, le dynamisme dont il fait preuve et je le trouve assez bon commercial. Parce qu'il D'accord. arrive quand même à m'accrocher pendant, plusieurs minutes au téléphone. Et puis moi, à la fin du call, je lui dis: «Écoute Alan, je vais m'inscrire sur ta plateforme. Je te garantis pas d'investir sur les projets que tu proposes, mais je vais m'inscrire, je vais regarder un peu ce que tu as fait. Par contre, moi, il m'est arrivé un truc là, j'ai appelé un fonds d'investissement, de private equity, ils m'ont dit: «Ticket d'entrée, c'est 2 millions d'euros». Et je trouve ça dingue. J'ai essayé de chercher partout, et j'ai rien trouvé qui me permette d'investir sur les petits tickets. Alors en fait, j'avais trouvé des plateformes qui commençaient à démocratiser à partir de 100 000 euros, mais moi je trouvais que 100 000 euros c'était quand même des tickets très élevés, Mmh. et donc c'était pas vraiment de la démocratisation selon moi. Et donc je lui parle de ça
Et je lui dis: «Bon, refaisons un call, je te laisse, ruminer ça dans ta tête et on s'en reparle». Et puis en fait, 2 heures plus tard, il m'envoie un message, il me dit: «Est-ce qu'on peut faire un call avec mon associé Loïc? On a réfléchi à ton idée, on trouve ça super, il y a peut-être un truc à faire». OK. OK. 2 jours plus tard, on est en Zoom et là, donc il me présente son associé Loïc, qui devient mon autre cofondateur. Et donc je leur explique, clairement cette aventure-là, que j'avais eue quelques jours auparavant. Et en fait, ça a fait clic. On s'est dit: «Ouais, OK, nous, on va abandonner le projet sur lequel on travaille là, qu'on vient de lancer et on va essayer de trouver une solution de, comment rendre accessible cette classe d'actifs au plus grand nombre». D'accord. Et là, bah, on part, bille en tête, mais encore une fois, je le redis, je refais pas les mêmes erreurs que lors de mes précédentes, que lors de ma première boîte, dans Mmh. le meuble. Je Donc me tu mets analyses bien à le marché avant de te j'analyse bien lancer, le quoi. marché là avant Ouais. de me lancer. J'appelle des contacts que j'ai, private equity, et c'est marrant, j'ai exactement les mêmes retours que quand je me lance dans la boulangerie. Ouais. C'est impossible. OK. Ce que tu veux faire, Bradley, c'est super, tout le monde voudrait le faire, mais c'est impossible. Ah là, je me D'accord. suis dit: «Bon, bah, c'est impossible», ça je l'ai déjà entendu ça, le «c'est impossible». Quand je me suis lancé, dans la boulangerie, on m'a pas dit: «C'est impossible», mais on m'a dit: «Tu fou». Et c'est impossible pourquoi? C'est des raisons, enfin, C'est de réglementaire. régulation? Ouais, réglementaire, ouais, OK. C'est des vraiment des raisons réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régulateur dit que pour investir dans les fonds professionnels de capital investissement, Ouais. il faut être un professionnel. Ou si tu n'es ou un institutionnel, ou si tu n'es pas un professionnel ou un institutionnel, faut que tu sois un investisseur qualifié. Et eux, ils ont mis cette barrière de 100 000 € pour être un investisseur qualifié, du point de vue du régulateur. Ouais, ouais. Pour redonner juste un peu le contexte à ceux qui sont peut-être un peu plus loin, de la finance, donc effectivement, il y a une réglementation, MiFID, qui en gros catégorise les clients et définit un peu leur profil de risque. Il y a les investisseurs, retail, voilà, qui ont un profil de risque, assez défensif et qui n'ont pas accès à des produits, très risqués. Ensuite, il y a les investisseurs professionnels et ensuite il y a, il me semble que ça s'appelle, eligible counterparty, je ne sais plus exactement Exactement. quelle est la traduction française, mais voilà, qui sont, les hedge funds, enfin les profils de risque extrêmement risqués et qui ont accès donc à certaines classes d'actifs, comme, ces fonds-là, dont tu parles, quoi. Donc Complètement. comment tu as fait toi pour contourner un peu, enfin ces barrières, qui justement qui ne permettent pas aux investisseurs retail d'accéder à cette, classe d'actifs que sont, les fonds d'investissement, private equity, quoi? Ouais, ouais, mais clairement, ce que tu dis, c'est très bien. En fait, MiFID 2 maintenant, c'est une directive européenne qui vise à encadrer et à protéger les investisseurs, sur les marchés financiers. Donc c'est très bien que ça existe. Maintenant, moi, je trouvais quand même qu'il y avait une profonde injustice. Pourquoi? Parce qu'on entend et on le voit, le private equity, en moyenne, c'est, la classe d'actifs qui, génère le plus de rendement. Ouais. D'accord? Si tu prends là, je cite l'étude de France Invest, de 2023, sur les 10 dernières années, c'est au-delà du CAC 40, de l'immobilier, des hedge funds, l'assurance vie. Mmh. C'est 14,2 en moyenne. Donc c'est des rendements assez élevés. On peut se dire: «Mais pourquoi, en fait, l'investisseur privé n'y a pas accès?» Bon, parce que déjà c'est illiquide, donc Ouais. il faut être capable d'investir sur une longue période, d'accord? D'accord. Et puis, bah, comme tout investissement, à part, livret A ou fonds monétaires, mais tu as un risque de perte en capital. Ouais. Donc finalement, du point de vue du régulateur, c'est quelque chose qui est, pas, fait pour un investisseur retail, un investisseur particulier. Maintenant, tu as dans ces fonds de private equity des fonds qui performent très bien, qui sont des fonds, ce qu'on appelle du premier quartile, donc dans le top 25, et qui ont un historique de performance qui est à la fois élevé Ouais. et régulier, D'accord. y compris pendant les périodes, de crise, plus difficiles, les subprimes, la crise de l'an 2000 et cetera. Donc finalement, moi, je me disais quand même: «Pourquoi, un investisseur comme moi, qui investit en tant que business angel, qui prend des risques, qui a envie d'investir dans l'économie réelle, finalement, je pourrais pas avoir accès?» J'ai le droit d'investir dans des startups, mais j'ai pas le droit d'investir dans des fonds Qui qui, sont moins eux, risqués que les startups comme tu l'as bah, expliqué, qui quoi. sont déjà bien diversifiés puisque Ouais. en fait, il y a un fonds, ça investit entre 10 et 30 sociétés. Ça investit dans 10 à 30 sociétés par fonds. Donc, tu as déjà une diversification, naturelle, qui ont des conditions d'entrée qui sont meilleures. On parle de la liquidité préférentielle, mais ça en fait partie. Qui ont des experts, de leur secteur qui,
sont en mesure de faire des analyses très poussées parce qu'eux, ils mettent des très gros tickets d'investissement. Donc, avant d'investir, ils font ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'ils font des recherches très approfondies. Ils analysent bien les comptes, ils analysent bien le business plan, ils prennent des références auprès des clients de la société pour s'assurer que le produit est à la hauteur de ce qui est annoncé par l'entreprise. Et donc, finalement, pourquoi on n'aurait pas accès à ces fonds-là? Et donc, je me suis penché énormément sur la régulation Ouais, et j'ai encore repris mon téléphone pour la deuxième fois et j'ai appelé, plein de gens du secteur, soit, des avocats, des fonds, des sociétés qui, structurent des fonds au Luxembourg, en France et je me rappelle, j'ai passé, vraiment 2-3 mois dessus à appeler tous les gens du secteur et tous les gens me disaient: «Monsieur, ce que vous voulez faire, c'est pas possible». Voilà, vous d'accord. pouvez pas faire rentrer un investisseur retail dans des fonds professionnels de capital investissement. Voilà. Mmh. Et sauf que moi, je continue à penser que j'allais trouver une solution. Donc cet entêtement a fait que j'ai réussi avec, mes conseils, heu, à trouver une solution pour faire rentrer des investisseurs privés au sein de ces fonds. Alors, tu fait comment, du coup? Alors j'ai fait comment? Donc déjà, j'ai passé moi un agrément, qui s'appelle, agrément CIF, conseiller en investissement financier. D'accord. D'accord? Donc il y a un agrément qui est, on est enregistré à l'ORIAS et on est régulé par l'Autorité des marchés financiers. Donc j'ai passé une certification AMF, ça s'appelle Ouais, et ensuite j'ai été, m'enregistrer auprès d'une chambre professionnelle de conseiller en investissement financier. Ensuite, j'ai trouvé une société de gestion de portefeuille qui était agréée, régulée par l'AMF d'accord. et qui avait, dans ses agréments, la possibilité de faire de la gestion sous mandat. OK. En fait, on a trouvé que dans le règlement de l'AMF, il y a, un alinéa, un des articles qui stipule que le ticket d'entrée, c'est 100 000 €, d'accord, pour pouvoir accéder. Mais, si ça se fait au travers d'un prestataire de services d'investissement Mmh. ou dans le cadre d'une gestion sous mandat, il y a plus de minimum pour ce ticket. OK. Et donc ce qu'on a fait, c'est que la gestion sous mandat, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est encore une fois réservé aux gens qui ont un certain patrimoine. Mmh. Si demain vous allez dans les grandes banques privées, on va vous proposer, on va vous dire: «Voilà, vous mettez 1 million d'euros sur ce compte titre». On va se mettre d'accord sur une stratégie ensemble, une stratégie qui va être, bon père de famille, dynamique, modérée, avec des rendements associés et vous allez nous confier la gestion de ce compte. C'est ça. Ouais, ça, pour donner le contexte, effectivement, dans la banque privée, tu places ton argent, soit tu es en gestion, sous conseil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une belle opportunité, on va t'envoyer un mail, on va t'appeler, on va dire: «Ah là, c'est un bon timing» ou «Il y a un tel produit qui se lance, est-ce que tu es chaud?» Tu nous dis: «Go» et on envoie. Soit effectivement, tu as la gestion qu'on appelle discrétionnaire ou son mandat et effectivement, voilà: «Je vous fais confiance, vous avez 1 million et faites-moi du rendement» et les gens vont prendre ils prennent un fils de gestion, mais Exactement. voilà. Bah, c'est exactement ça, c'est la gestion discrétionnaire que tu viens de signaler. Donc à ce moment-là, moi, je rencontre donc une société de gestion et je suis content parce que la société de gestion que je rencontre, c'est un entrepreneur qui l'a montée. Très belle OK. boîte qui s'appelle Sanso Longchamp, donc je le cite là sur le podcast. Très belle société, il a racheté, quelques mois avant une autre société de gestion, ils ont fusionné, voilà, qui est devenu, le groupe Longchamp est devenu Sanso Longchamp, enfin le groupe Sanso est devenu Sanso Longchamp. Et je parle à un entrepreneur et tout de suite il comprend cette vision que j'ai de rendre accessible, les fonds de private equity. D'accord. Et donc, on cherche des mécanismes ensemble de comment on peut le faire. Et donc, on s'arrête sur la gestion sous mandat. Et il me dit, mais moi, la gestion sous mandat, je le fais déjà, mais je le fais pour des gros clients à moi, à partir de quelques centaines de milliers d'euros. Mmh. Et j'ai pas les outils pour le faire de façon aussi large. Et je lui dis, il n'y a pas de problème. Nous, on va créer l'outil tech, la plateforme tech qui va te permettre à toi, à ta société de gestion, de faire cette gestion sous mandat pour un grand nombre de clients. OK. Et il me suit. Et donc là, ça dure des mois et des mois, parce Ouais. qu'il a fallu qu'on crée la plateforme. Ça a été beaucoup de boulot. Il a fallu qu'on se mette d'équerre sur toute la partie réglementaire aussi, parce que c'est quand même une réglementation qui est assez lourde.
et qu'on définisse le ticket d'entrée. Et moi, D'accord. je voulais que le ticket, ça soit le ticket le plus accessible parce que je voulais faire découvrir, aux Français ce que c'était que l'investissement en fonds de private equity. Et OK. donc je me suis dit: «Si je mets un ticket, même à quelques milliers d'euros», ce qui peut paraître Ouais, très ouais. bas par rapport à ce qui existe sur le marché, ça reste un ticket, trop élevé. Et donc on a décidé de le faire à partir de 100 euros, puisque on avait cet outil, cette plateforme qui nous permettait de gérer, l'ensemble des investisseurs qui allaient rejoindre. Donc aujourd'hui, grâce à la plateforme que j'ai créée avec mes associés, qui s'appelle Fundora, on donne accès aux investisseurs à des fonds du premier quartile, donc je redis du top 25 basés sur leur historique de performance. Je le redis, petit disclaimer, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ouais. Il existe un risque de perte en capital et d'illiquidité quand on investit dans les fonds de private equity. Néanmoins, ce sont que des fonds qui ont, sur leur précédent véhicule, généré des rendements qui les plaçaient dans le premier quartile. Donc tu as placé le ticket d'entrée, tu l'as réussi à le passer de 2 millions à, 100 À euros 100 quoi. euros, C'est fort. exactement. Tu es le seul en France, en Europe à proposer ce service-là? Enfin Ouais. avec un ticket aussi bas à 100 euros. Aujourd'hui, oui. Parce que tu as des concurrents qui le font à quoi? 5 000, 10 000, c'est 100 ça? 000 euros. 100 000? Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui, les concurrents, qui sont OK. pas vraiment des concurrents, mais en Du tout coup, c'est cas, un ouais. les autres acteurs du marché, eux, sont positionnés sur les tickets à 100 000 euros, d'accord? OK. Et donc ce qu'ils font généralement, c'est que soit tu peux avoir un accès en direct dans certains fonds à partir de 100 000 euros. La plupart sont quand même sur des tickets à entre 1 et 5 millions d'euros d'accès. D'accord. Et donc dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des feeders, donc des fonds nourriciers dans lesquels ils vont mettre, ils vont agréger un certain nombre d'investisseurs pour arriver à ce ticket de 5 millions, 10 millions. Il y a des fonds où le ticket d'entrée, c'est 50 millions d'euros. OK, alors c'est intéressant parce que j'aurais pensé, tu vois, d'un point de vue assez macro, autant quand les taux étaient à 0, il y avait, cette manne de cash, enfin le cash était gratuit quoi, tu vois? Autant maintenant que les taux sont élevés, les fonds de private equity pour moi ont besoin du retail quoi. C'est-à-dire que les instituts se disent: «Bah, maintenant j'ai des taux à 3, 3,5, je peux placer dans des bonds safe et tout ça, en fait je vais arrêter d'aller me casser la gueule sur du private equity». Donc je pense qu'ils mettent moins, tu as moins d'argent qui vient des Complètement. instituts et donc voilà, j'aurais pensé qu'il y avait plus un mouvement de démocratisation et il y aurait eu d'autres acteurs, que toi, quoi, mais Alors, il y a un mouvement de démocratisation très ouais, fort dans le private equity, sauf que au sens des gérants de fonds private equity, la démocratisation, c'était 100 000 euros. OK, Faut ouais. faut comprendre d'où ils D'où viennent. ils viennent? Ouais, Voilà, ouais. ils viennent OK. de, tickets à plusieurs millions d'euros. Ouais, Donc déjà, abaisser le ticket de 5 millions d'euros, 2 millions d'euros à 100 000 euros, c'est déjà une très belle démocratisation. Mais nous, on trouvait qu'ils n'étaient pas allés assez loin. OK. Et donc c'est pour ça qu'avec Foodora, on est venu proposer ce ticket à partir de 100 euros, parce que ça nous semblait, très important de proposer aux Français la possibilité d'investir dans ces véhicules qui jusqu'à présent étaient, réservés à une élite, finalement, qui généraient des revenus, enfin qui généraient des rendements intéressants et qui étaient réservés aux gens, qui avaient un certain patrimoine. Alors parlons du coup un peu plus de Fundora. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu as lancé, que cette Exactement, solution, elle est disponible pour tout le monde, d'investissement à exactement. 100 euros. OK. Alors, ça fait pas un an qu'elle est, disponible. En fait, on a testé un petit peu le marché. Donc on a fait un peu un proof of concept. Ouais, On aime bien dire ça dans le monde des startups. On est venu tester, voilà, l'appétence des investisseurs pour, ce type d'investissement. d'accord. Donc il a fallu expliquer, donc on a passé beaucoup de temps à faire des webinaires d'explication, pour décrire un petit peu ce que c'était que l'investissement dans les fonds de private equity. C'est assez différent de l'investissement direct, du risque qui était associé à ce type d'investissement, des rendements qu'on pouvait espérer, différentes stratégies, des différents stades d'investissement. Tout à D'accord. l'heure, je t'ai parlé du seed, de la série A et cetera. Le seed, c'est vraiment, tu as des fonds qui sont spécialisés là-dedans, qui vont investir très, très tôt dans l'entreprise. Mmh. Voilà, elle vient juste d'être créée, elle a quelques semaines, quelques mois. Plus tu avances, plus la société est mature. Mais tu as aussi différents types de stratégies. Tu vas avoir du secondaire, j'en parlais tout à l'heure. Tu as des fonds dont le métier, c'est d'aller acheter des actions déjà existantes avec une décote, Ouais, tu vois? Pour rentrer à des prix plus intéressants et du coup, c'est des fonds qui sont aussi plus courts. C'est des fonds de 5, 6 ans. d'accord, Quand en moyenne, dans le private equity, tu es plutôt sur un horizon d'investissement de 10 ans. d'accord.
Et puis tu as des stratégies, la stratégie LBO dont on Ouais, parlait, où tu rachètes une entreprise mature, généralement, leader sur son secteur, qui génère, des profits chaque année et avec ces profits, tu vas rembourser la dette pour créer un effet de levier sur ton capital. Tu vas avoir des stratégies de capital développement, de crédit, d'infrastructure où tu vas venir financer, des ports, les des aéroports, des ouais, exactement, la transition écologique, ouais. voilà, tu vas avoir des stratégies des fonds qui vont être spécialisés dans la cybersécurité, par exemple, ou, dans l'IA, OK, sur différents marchés géographiques aussi, tu vois? d'accord. Nous, sur Fundora, il a fallu qu'on se familiarise aussi avec ce marché des fonds, heu, par exemple, voilà, sur la partie VC, c'est plus intéressant aujourd'hui d'aller investir sur des fonds américains qui historiquement ont des rendements, plus élevés parce que plus d'exits, plus de liquidités, plus d'IPO, que, sur le marché européen. Mais en Europe, il y a des magnifiques fonds, sur la partie, capital développement, LBO secondaire. Donc l'idée, nous, c'est, d'aller chercher, sur chacun des marchés et sur chacune des stratégies, les fonds qui historiquement ont délivré des performances, qui les plaçaient à minima dans le top 25. Quel est le business model de Fundora? Pour bien comprendre, donc je te donne 100 € que je place sur Fundora. Est-ce que tu touches, des rétrocessions des fonds dans lesquels tu investis? Est-ce qu'ils te payent des coms en te disant: «Merci d'avoir investi dans mon fonds, je te rétrocède, 2 Alors pas du tout. Nous, OK, on prend zéro rétrocession des fonds, OK, et ça, c'est un point qui est assez clé chez nous. C'est que nous, on se rémunère donc côté investisseur, d'accord. par les frais de gestion qu'on prend chaque année sur l'argent qui, est confié, à Sanso Longchamp. Qui sont de l'ordre de combien? C'est, entre 1,2 et 1,7 par an, OK, en fonction des montants qui sont investis. d'accord. Et on prend également des frais de structuration, qui sont, payés, au moment de l'investissement, une seule fois, à l'entrée dans l'investissement, dans la stratégie et qui sont entre 2 et 3. D'accord. D'accord? Donc tu as ces 2 à 3 qui sont payés à l'entrée dans En l'investissement one et shot? ensuite OK. exactement et ensuite entre 1,2 et 1,7 chaque année, Et tu as qui rien sont d'autre? déduits de ton investissement. OK. D'accord? Et tu n'as rien d'autre. On ne prend pas de carried interest. Je reprécise, le carried interest, c'est, la commission de surperformance. Les fonds, ils se rémunèrent en frais de gestion et en carried interest. Mmh. Mais ce qui leur fait gagner le plus d'argent, c'est pas les frais de gestion, c'est le carried interest. Ça Mmh. veut dire que je te donne un exemple, ils ont investi dans une société, qui valait 100 millions d'euros. Ils revendent cette société-là 200 millions d'euros. Ils ont fait x2 sur leur investissement et bien sur la part du profit, ils vont en prélever 20 D'accord, et ils vont te rendre le reste. Donc le profit moins ces 20 là. d'accord. Nous, on prend 0 caride, OK. OK? Et donc on se rémunère un peu sur un modèle, pour payer la gestion sous mandat avec ces frais de gestion. Alors pourquoi tu as pas choisi ce modèle-là qui est classique de te faire payer des rétros? Quand tu as un conseiller de gestion de patrimoine aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils te disent: «Moi, j'ai aucun frais», mais en fait, il est en bisbille avec, je sais pas, Generali qui lui dit, «qu'à chaque fois que tu m'envoies des fonds sur mon assurance vie, je te paye, 0,20» et donc il est incentivé à bosser avec Alors Generali dans déjà, je l'horizon. voudrais clarifier un truc, c'est que le zéro frais, Ouais, ça n'existe pas. ouais. Voilà, donc il y a les frais cachés et il y a les frais, visibles. Mmh. Mais le zéro frais n'existe pas parce que Ouais. si c'est zéro frais, il y a pas Personne le ferait. d'entreprise. Ouais, ouais. Il y a pas d'entreprise, parce qu'à un moment donné, il faut payer, les salaires, les frais, les loyers, donc le zéro frais n'existe pas. Les rétrocessions dont tu parles, nous, on n'en prend pas parce qu'on ne veut pas être, comment dire? Incité à proposer, à prendre une allocation dans un fonds plutôt qu'un autre. Ouais, ouais. D'accord? Nous, notre seul marqueur et notre seul curseur, c'est les performances historiques du fonds, la stabilité des équipes de gestion, les stratégies sur lesquelles, l'argent est déployé, la géographie des fonds, si c'est cohérent par rapport à leur stratégie. Voilà, clairement, c'est ça, qui va driver notre, envie de prendre, telle ou telle allocation. D'accord? OK. Et donc tout ça, c'est fait par Sanso Longchamp, qui a des dizaines d'années d'expérience, dans l'investissement et qui va choisir les fonds. Et donc de façon très claire, on n'a pas envie d'être incité à aller sur un fonds dont on sait que les performances historiques sont moins bonnes, Mmh. d'accord? Mais juste parce qu'ils vont donner des rétrocessions plus importantes. Et si on caricature un peu, on schématise,
Globalement, les très bons fonds qui ont obtenu de très bonnes performances ont moins de difficultés à lever leurs fonds d'après Mmh. et donc elles ont moins d'intérêt aussi Payer des rétros? à Ouais, payer des rétros, importantes, en tout cas aux distributeurs. Et les fonds qui ont connu des performances moyennes, voire faibles, ouais, elles ont plutôt tendance à donner des rétrocessions élevées. d'accord. Et donc je veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, que l'investisseur se dise, qui arrive sur la plateforme Fundora: «Oui, mais je sais pas, si vraiment les fonds qui sont proposés, ou dans ces stratégies-là sont des fonds, intéressants». Ouais, ouais, c'est ça. Si en fait, si tu te fais payer sur le rétro, tu vas avoir tendance à mettre ton argent dans les fonds mauvais, quoi, justement. Enfin, moins bon, en tout cas, moins Je dirais performant. pas mauvais, Ouais, mais en ouais. tout cas, Pas tu les plus performants, quoi. Pas les meilleurs. exactement. Tu Ouais. tu peux avoir un conflit d'intérêts, qui pour moi est pas bon et pas, bénéfique à l'investisseur. OK. Petit état des lieux sur Fundora, aujourd'hui, 1 an après avoir lancé, le business, vous en êtes où en termes de chiffre d'affaires, de collecte aussi, globale, quoi? Ouais, bien sûr, écoute, aujourd'hui, on a collecté, environ 6 millions. D'accord. Voilà, au niveau du chiffre d'affaires, on est, un petit peu en dessous de 800 000 € de chiffre d'affaires OK. et on prévoit là un développement, assez important sur, les semaines et les mois à venir. Savoir qu'à l'heure où on se parle, on vient de lancer, cette version de Fundora qui est accessible à partir de 100 €. D'accord. Voilà, on le fait dans un cadre, où on est à la fois régulé par, l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF et l'ACPR, qui encadre notamment les banques et les établissements de crédit, et on travaille avec un autre partenaire, j'ai cité, Sanso Longchamp tout à l'heure, on travaille avec Lemonway, qui est un établissement de paiement, qui travaille avec notamment beaucoup de marketplace ou de sociétés dans le crowdfunding, qui nous permet où on est agent lié de cet établissement de paiement, les Monway, nous permettent d'ouvrir des comptes, sur notre plateforme en marque blanche pour, nos investisseurs. Comment tu vois la suite, du coup, pour Fundora et c'est quoi un peu votre ambition? Écoute, nous, notre ambition, elle est assez forte. Heu, Comme je te le disais tout à l'heure, on a vraiment envie de, rendre accessible cette classe d'actifs qui ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'on pense que on parle très souvent des retraites en ce moment, hein, il y a un gros Mmh. débat à l'Assemblée sur, les retraites des Français. On pense que c'est un élément de capitalisation qui est hyper intéressant, l'investissement en private equity, que pour les gens qui sont dans le temps long, ça reste, historiquement une classe d'actifs qui génère des rendements, heu, assez intéressant et donc voilà, on veut élargir la communauté. Aujourd'hui, on a à peu près 1 000 investisseurs sur la plateforme. L'idée, c'est d'en avoir, d'ici la fin de l'année, plusieurs dizaines de milliers, de proposer toujours des stratégies, qui ont, ces historiques de performance dont je te parlais, qui les placent à minima dans le premier quartile, de pouvoir répondre, favorablement aussi aux demandes qu'on a de notre communauté d'investisseurs, sur, l l'enrichissement de ces stratégies. Tu vois, je te parlais là, on va mettre en place, des stratégies autour de l'infrastructure, sur, des thématiques, ESG donc qui sont, environnement Social et ouais, gouvernance, ouais. exactement. Sur, des stratégies dans les potentiellement dans les fonds de crédit, des choses comme ça. Mmh. Avec, avec un peu plus de liquidité parce que tu touches, des coupons, chaque trimestre, qui te permettent de revoir ton argent un peu plus vite. Donc, non, on a une ambition, vraiment assez forte et on espère que, voilà, on aura, de plus en plus d'investisseurs sur la plateforme. Bah, écoute, on te le souhaite. Moi, en tout cas, enfin, à titre perso, je suis convaincu que c'est un super timing parce que à la fois côté fonds de private equity, on l'a dit, ils ont du mal à trouver maintenant de l'argent des investisseurs classiques institutionnels, donc ils ont besoin de s'ouvrir au retail. Et à la fois côté grand public, comme tu l'as dit, les gens commencent à comprendre qu'ils vont probablement pas avoir de retraite. Et donc, il y a cette tendance en France vraiment sur l'éducation financière qu'on voit arriver. On se dit, OK, il faut que je commence à comprendre c'est quoi les différentes classes d'actifs et c'est quoi les classes d'actifs très long terme. C'est très risqué, souvent c'est très long terme. Il faut pas avoir à enlever son argent trop tôt, quoi. Et Donc, complètement, complètement, je suis 100 aligné avec ce que tu viens de dire. La retraite aujourd'hui, c'est un gros sujet. Plus tôt on commence à capitaliser, à investir sur, des supports tels que, le private equity, et le plus on s'occupe de son patrimoine, tôt, on prend cette question de sa retraite tôt et le mieux c'est. Et je le redis, mais pour moi, l'investissement en private equity,
Le fait d'être, sur quelque chose de très long terme, ça, permet aussi, et le fait d'être non coté, ça permet aussi d'éliminer cette volatilité que tu peux retrouver, dans la bourse. Alors pas l'éliminer, mais en tout cas de la gommer, parce que, bah, tu vois pas fluctuer, le prix de tes parts de fonds, chaque jour. C'est pas comme ça que ça marche, c'est, au mieux chaque trimestre. Souvent, c'est une fois par an que les parts sont revalorisées. Et donc du coup aussi pour les gens, qui ont un peu le cardio, Mmh. sensible, c'est peut-être une classe d'actifs auxquels ils devraient s'intéresser, parce que il y a moins de volatilité. Écoute Bradley, tu as un parcours, exceptionnel, tu vois? Qui va en faire rêver plus d'un de vendeur de meubles, en Thaïlande, à la boulangerie, à business angel, à monter, Fundora. Est-ce que tu aurais, un conseil à donner à la personne qui t'écoute, qui s'identifie, à ton parcours et qui aimerait bien avoir un peu la même, trajectoire de vie, que celle que tu as eue, quoi? Alors, par rapport à ma propre expérience, si je devais, donner, 1 ou 2 conseils, la première, c'est de ne pas reproduire l'erreur que j'avais pu faire quand je me suis lancé avec mon frère dans le meuble, un peu la fleur au fusil, à se dire, «Ça va aller». Mmh. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez difficile, assez exigeant, qui, amène énormément de récompenses, clairement, qui est très gratifiant, mais il faut, déjà avoir conscience des difficultés, qui vont se dresser, sur notre chemin. Et donc essayer quand même d'aller sur un marché qui est un marché qui est assez important, où il y a une vraie demande pour votre produit. Donc il faut pas hésiter. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui disent: «Ah mais je veux pas en parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la pique». D'accord. Ne vous inquiétez pas, les gens vont pas vous piquer votre idée, Ouais. parce que, les gens, ils sont confortablement installés, dans leur entreprise. Il faut qu'ils donnent leur démission, qu'ils se lancent dans un nouveau projet. Même s'ils trouvent l'idée top, la probabilité qu'ils se disent: «C'est incroyable, je quitte mon boulot, je fais ça», elle est extrêmement faible. Donc n'hésitez pas à, sortir de votre, cocon et à aller discuter avec des gens qui pourraient être, vos clients, à aller discuter avec des investisseurs pour voir si effectivement vous êtes en mesure de lever de l'argent pour, donner vie à votre projet. Donc ça déjà c'est un point très important. Voilà, il ne faut pas rester dans sa bulle et se dire: «Ça va aller, c'est bon». Sur le Mmh. papier, tout fonctionne. Sur un tableur Excel, tout fonctionne. Et ensuite, il faut aller se confronter à la réalité. Ça, c'est le 1er point et le deuxième point que je dirais, c'est n'écoutez pas les gens. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais à partir du moment où vous êtes allé voir des gens sur votre idée, sur la base de votre idée, des clients potentiels qui vous ont dit: «Ce que tu fais, ça m'intéresse. Effectivement, j'ai des difficultés et donc je pense que tu vas répondre à un vrai besoin». À ce moment-là, il faut pas écouter toutes les, mauvaises langues qui vont se dresser et dire: «Mais t'es fou, mais pourquoi? Mais c'est nul, mais j'y arriverai pas». Parce que ces gens-là, eux, ils ont pas fait le travail préalable que vous avez fait, d'accord? Ils ont pas la vision non plus de ce que vous souhaitez faire et donc il faut vous accrocher à cette vision-là, d'accord? Vous allez pouvoir en changer, pendant, au bout de quelques mois si vous voyez qu'il y a des choses à ajuster, donc il faut être, agile, mais il faut pas écouter les gens qui, vont vous dire qui n'ont jamais entrepris et qui vont vous dire, «Ne le fais pas, c'est trop risqué, c'est nul». Oui, c'est risqué d'entreprendre, clairement, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc pour les gens qui ont envie de le faire et qui ont, suffisamment travaillé en amont, n'écoutez pas les détracteurs et foncez. Donc si je synthétise, parler à plein de gens, mais les écouter pas trop, ça serait un peu ton conseil, C'est ça, parler à plein de gens, qui vont amener des idées intéressantes pour votre projet, d'accord? Et qui vont être force de proposition. Les gens qui vont rien proposer du tout et qui vont juste passer leur temps à te dire, à vous dire: «Vous êtes fous, votre projet ne marchera pas, c'est nul». Eux, ils n'ont pas fait le travail préalable que vous avez fait et ils ont certainement pas la vision que vous avez. Donc, faut s'accrocher à cette vision et foncer. Très clair. Bah, écoute Bradley, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes encore là et qui nous écoutez. Oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important parce que ça nous permet, en fait, le nombre d'abonnés, de faire venir les invités que vous me demandez de faire venir, que on ne peut pas faire venir encore, pour le moment à cause de ce nombre d'abonnés et je vous dis, à la prochaine. Merci, à bientôt.